Merci. Bon, déjà, je voulais remercier de tous les différents intervenants toute la journée là, qui se sont succédés. C'était passionnant, un peu frustrant, vertigineux parfois sur le nombre de questions que ça suscite. Et puis, je voulais remercier aujourd'hui nos grands témoins de toute cette journée. Donc, on est bien accompagnés. Hein. On est en compagnie donc d'Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine Université Paris-Saclay, président du conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay et directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Nous avons aussi à ses côtés Frédéric Lemarcy, anthropologue, professeur de l'ENS de Lyon et directeur de recherche en accueil à l'IRD et au CERFIG. Je pense que je l'ai bien dit. À ses côtés, Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et membre du comité consultatif national d'éthique. Et puis Joël Veller, qu'on ne présente plus, directeur général de Médecins du Monde. Et donc, je suis accompagnée de Christian Laval, sociologue et membre de la commission consultative des droits de l'homme au titre de MDM. Donc, en organisant cette journée entre pratique et éthique, entre acteurs humanitaires et chercheurs, nous entendions partager les questions vives que l'on rencontre au sein du contexte humanitaire, de la pratique médicale, et qui ne sont jamais totalement résolues par des codes ou par des lois, puisque finalement l'éthique, c'est avant tout aussi une réflexion qui s'enracine dans la pratique. C'était cette idée d'inscrire dans cette journée l'éthique dans le réel des pratiques humanitaires, en évitant un peu une éthique en surplomb ou qui serait trop lourde et qui ne prendrait pas en compte notre contexte. Je voulais peut-être dire quelques mots avant pour dire que, mais Sandrine l'a déjà évoqué en intro, à MDM, on n'est pas arrivé spontanément sur ces questions d'éthique. Ça fait un moment qu'elles nous agitent, bien sûr. Elles se sont aussi imposées à nous au fil des recherches, et elles ont exigé qu'on s'y attelle, que l'on re-questionne nos attitudes, nos recherches, puisque les situations de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent les populations avec et auprès desquelles nous intervenons impliquent que nous prenions vraiment toutes les mesures de protection appropriées. Donc, sur la base de ces constats et de ces objectifs, le conseil d'administration de Médecins du Monde a souhaité l'adoption d'une charte éthique de la recherche qui rappelle que finalement les recherches doivent être conçues pour contribuer à produire des connaissances qui vont permettre d'améliorer l'accès effectif à la santé, de produire des expertises pour soutenir nos plaidoyers, et in fine de contribuer à l'accompagnement des personnes dans leur volonté de changement social. Donc les recherches à MDM, elles s'enracinent vraiment sur l'application. Elles doivent avoir une application et une utilisation directe pour les populations et les projets. Au-delà du respect des principes éthiques, je dirais classiques, comme l'autonomie, le consentement, le principe de justice, la bienfaisance, on va retrouver aussi dans cette charte éthique de la recherche la nécessité de prendre en compte les modalités de participation spécifiques des personnes, de privilégier les recherches actions collaboratives, de travailler autour de la redevabilité, de la restitution de la recherche. Voilà. Donc, à cette table ronde, nous aimerions discuter d'une part en deux temps. Le premier temps, c'est on aimerait vous entendre autour de tout ce que vous avez écouté toute la journée, entendu dans cette journée. Et peut-être, ça va être un peu dur, peut-être, mais de vous dire, on vous donne à chacun 10 minutes pour nous dire s'il y a un thème qui se dégage que vous souhaiteriez vraiment mettre en avant dans cette journée, lequel ce serait. On va vous donner à chacun peut-être 10 minutes, puis après on passera à un deuxième temps où on discutera avec Joël et Christian aussi autour de comment est-ce que de ces discussions-là, on les opérationnalise et on les rend concrètes dans la pratique aussi et dans notre contexte. Qui veut se lancer ? Surtout que je ne vais pas utiliser 10 minutes pour vous dire le privilège d'assister à une rencontre comme celle qu'on suit depuis ce matin. Parce que dans les représentations qu'on a de votre association internationale,
Il y a derrière tout ça des valeurs éthiques extrêmement fortes, notamment le devoir d'ingérence, la conscience de notre responsabilité vis-à-vis d'autres. Tout est éthique dans votre démarche. Donc c'est le premier point. Merci vraiment de nous avoir conviés, en tous les cas de m'avoir convié. Et croyez bien que je trouve très très importante votre démarche dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui font l'éthique d'en haut. Moi je suis pour l'éthique de terrain et l'éthique d'en bas. Et même une éthique qui peut être transgressive face aux responsabilités que vous avez d'une certaine manière à assumer. Ce qui est important, ce n'est pas l'éthique en soi, c'est l'arbitrage, c'est-à-dire l'argumentation. Et tout ce qu'on a entendu, des témoignages et des analyses qui ont été présentées ce matin, c'est la capacité d'une attention, avec un mot qui est revenu d'une manière récurrente, la vulnérabilité, mais c'est une vulnérabilité partagée. C'est-à-dire à la fois effectivement la personne qu'on va inclure dans une recherche. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur le concept de vulnérabilité d'un point de vue éthique, puisque une personne en situation de vulnérabilité a un besoin de protection, mais qui n'est pas un besoin de substitution. Il faut aussi qu'elle existe dans son identité, dans ce à quoi elle est attachée. Donc comment trouver le bon équilibre, et également dans une rencontre qui doit être une rencontre de confiance, de réciprocité, de relation. Donc il faut aussi que le professionnel qui intervient ne soit pas vulnérabilisé par une situation pour laquelle il a l'impression d'être dans un inconfort au niveau de ses exigences, au niveau de ses valeurs d'humanité, tout un ensemble d'éléments. Donc premier point, ce n'est pas le contexte, on va faire un cours d'éthique sur l'éthique de l'humanitaire. Et vous avez déjà en soi une éthique de l'humanitaire, et vous avez construit un registre qui n'a rien à envier à tout ce qui a été l'inventivité de la bioéthique après la Shoah avec le Code de Nuremberg que vous évoquez déjà d'emblée, effectivement, en 1947. C'est un texte fondamental. Ensuite, vous avez dans votre code, à juste titre, parlé de la déclaration des INCI, juste un point, dans la dernière version de la déclaration des INCI de l'Association médicale mondiale, le consentement peut être aussi vu du point de vue de l'assentiment. Et culturellement, et c'est là où je trouvais très intéressant quand j'ai entendu M. Maman, alors j'ai dit Maman parce que je n'ai pas retenu tout son nom, mais ce n'est pas péjoratif, on est dans des lieux où les cultures, les singularités, les spécificités doivent être prises en compte dans ce qu'elles nous apportent, en quoi elles nous enrichissent par rapport à nos concepts un peu universels, qui sont quelquefois souvent désuets, quand on le voit en pratique. Vous voyez, la notion d'assentiment, elle me semble un point important. Je termine juste dans cette première intervention pour dire qu'il faut être inventif aujourd'hui d'une éthique, c'est-à-dire que ce soit dans ce que vous avez évoqué et de ce que nous on voit dans la bioéthique contemporaine par rapport aux innovations thérapeutiques, tout un ensemble de champs qu'on aurait pu investiguer, ne serait-ce que l'accès aux médicaments, la justice, en fait tout ce qui est fondamental pour vous. Je pense qu'il faut être à la fois inventif et parfois transgressif. Vous voyez, nous qui avons été très investis par rapport à la pandémie, et à titre personnel, j'avais fait toute ma culture en quelque sorte dans les années SIDA. Moi, je suis un enfant des années SIDA, donc d'une conquête, d'une éthique très engagée, très politique, et d'une éthique qui aboutit à la démocratie en santé, avec des valeurs universelles qui ont été défendues, y compris avec tout ce qui s'est passé à Doha sur l'accessibilité aux antiprotéases, tout ce que vous connaissez mieux que moi. Donc je dis qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage, surtout dans le contexte politique assez atypique dans lequel on se retrouve, d'affirmer une éthique selon des valeurs que l'on partage, qu'on travaille, qu'on cultive aussi, dans une interrelation, dans une écoute, dans une réciprocité, mais qui ne doit pas hésiter à être transgressive. Et je vois à quel point un certain nombre de noms fondamentaux, puisque dans votre texte aussi, vers la fin, vous parlez du principisme éthique, des grandes règles, notamment anglo-saxonnes, qui sont érigées comme des principes, il faut les mettre à l'épreuve de la réalité et voir que dans certaines circonstances, elles deviennent inéthiques. Le systématisme en éthique n'est pas conciliable avec l'approche casuistique, l'approche au cas par cas, et une approche singulière. Et puis je terminerai sur cette introduction pour dire, j'ai eu la chance, avec Michel Kazaskine, quand il était le directeur général de l'ANRS, de rédiger la charte d'éthique de l'ANRS dans les pays, à l'époque c'était dans les pays en développement. Et pour mener à bien cette mission, on est allé rencontrer sur le terrain les interlocuteurs, c'est-à-dire les associations, les magistrats, enfin tout ce qui était sur les lieux, en fonction des cultures, en fonction des singularités, susceptibles d'éclairer, parce que ce qui est important, ce n'est pas la décision, c'est d'éclairer l'argumentation et montrer à quel point il faut avoir une prudence et identifier des points de vigilance. Ce qui m'a beaucoup frappé, et je l'ai retrouvé dans ces interventions ce matin, il y avait le VIH, SIDA, la question de la confidentialité, la question de la discrimination. Et je ne sais pas si vous avez un des héros de Médecins du Monde que vous n'avez peut-être pas connu, c'était Jonathan Mann.
Et Jonathan Mann était un grand ami, avant malheureusement qu'il meurt en 1998 dans l'accident du Swissair. Il a été donc le premier directeur du programme SIDA à l'OMS en 1986. C'était un homme pétri de valeurs d'humanité et d'universalité. Il dit, face à des situations comme celles qu'on rencontre, et là c'était le VIH-SIDA qui était aussi significatif, dévoilant en quelque sorte des réalités qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne voulait pas comprendre et avec lesquelles il fallait faire. Il disait, on ne peut pas aborder les questions éthiques sans être véritablement enraciné de réflexion sur les droits de la personne. Et je pense que c'est un fondamental, à mon avis, un marqueur essentiel. C'est bien de gloser, c'est bien de mettre en place des comités. D'ailleurs, il faut voir aussi toute la complexité des comités d'éthique, au niveau de leur indépendance, au niveau de leur loyauté, dans des contextes d'urgence, où on a aussi besoin de survivre et d'accéder à des molécules. Tous ces éléments, les aborder, tout ça pour dire que, et je termine vraiment sur ce point, ce qui me plaît, c'est que vous fassiez de votre expérience une production d'une éthique qui est votre éthique. Vous avez vos valeurs fondamentales, que vous cultivez à travers un engagement, à travers aussi la diversité des membres de l'association, des gens qui sont sur le terrain. Donc vous avez une responsabilité éthique, me semble-t-il, à être aussi productrice, ou producteur en tous les cas, d'une intelligibilité de réalité qui produit pour chacun d'entre nous une exigence à la fois éthique et démocratique. Je n'ai pas utilisé mes 10 minutes, mais j'ai dit ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est d'abord merci. Bon, merci. Je voulais d'abord vous remercier vivement pour votre invitation. Je me sens vraiment très petite dans toute cette assemblée. Moi, je voudrais d'abord vous dire que... Et puis, je voulais vous remercier tous pour vos présentations. On va faire peut-être un petit retour aussi sur ce que j'ai retenu de cette journée que j'ai vraiment trouvée passionnante, vraiment. Elle était passionnante parce qu'elle était profondément ancrée sur le terrain. Et puis, quand on a pu échanger un peu avant sur cette table ronde, de savoir effectivement les liens entre la charte éthique, l'éthique théorique, les principes éthiques et puis l'application pratique, moi, en entendant tout ce que j'ai entendu toute la journée, j'ai trouvé ces présentations vraiment passionnantes, avec un questionnement éthique qui était particulièrement riche et complexe, avec cette richesse de complexité humaine, culturelle, et vraiment avec une profonde, et je pense que, en tout cas, c'est peut-être pour moi ce qu'est vraiment l'éthique, une inquiétude morale que vous aviez, qu'on a senti dans toutes les présentations, qui était vraiment très présente. Et pour revenir à ce que disait Emmanuel Hirsch, là, je pense que c'est un des éléments majeurs. Alors après, la question de s'appuyer malgré tout sur des principes éthiques, on en rediscutera peut-être, et de voir en quoi ça peut être transformé, et comment ça peut cadrer aussi certaines conduites en pratique. Mais en tout cas, à travers toutes ces présentations, j'ai trouvé que justement, ça soulignait l'importance d'une éthique au cas par cas. On sentait dans ces présentations, et ça m'a beaucoup touchée, et que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant, une préoccupation admirable vraiment en fait des plus vulnérables. Et ça aussi, c'est vraiment de l'éthique, une conscience éthique absolument majeure. La préoccupation que les chercheurs, que toutes ces études ont montré, moi que j'ai trouvé vraiment très, très prégnante sur la responsabilité. On a parlé beaucoup de la responsabilité du chercheur, l'engagement. Et puis ce lien aussi qui était assez frappant dans plusieurs présentations, qui est quelle est la place du chercheur dans ce champ des ONG et leur mission première, c'est-à-dire justement cette attention aux plus vulnérables. Et puis c'était encore vrai sur les dernières présentations sur le Covid, c'est se dire oui, on est là pour effectivement pouvoir mettre en évidence des éléments, de faire de la recherche très bien conduite, avec des enquêtes, avec une analyse de terrain, et en même temps cette attention profonde à l'autre, qui est de dire oui, on va faire ça, mais on va aussi, puisqu'on est là sur ce terrain-là, on n'abandonnera pas. Ce devoir de non-abandon profondément éthique, et qui caractérise aussi votre Médecins du Monde, et pour lequel vraiment avec vraiment beaucoup de sincérité et aucune c'est pas de la flatterie, et vraiment beaucoup d'admiration.
J'ai trouvé intéressant aussi, effectivement, parce que souligné Emmanuel, on y reviendra peut-être, mais les questions éthiques, on voyait les limites. Je vais parler des limites. Voilà, des limites et les limites de certains principes en fonction des contextes. Oui, la limite, vous avez beaucoup parlé dans plusieurs de vos interventions des limites de grands principes. Le principe, principe d'autonomie, le principe du consentement, les biais du consentement, et cette inquiétude, on l'a retrouvée. Enfin, j'ai trouvé ça assez frappant parce que peut-être encore plus là qu'ailleurs, peut-être parce qu'on s'adresse à des populations encore plus vulnérables, on a besoin d'être encore plus inquiet, d'avoir cette préoccupation. Mais c'était très frappant dans plusieurs interventions de savoir effectivement ce que peuvent amener, c'est ces échanges éventuels qu'on aurait entre une recherche et puis un bénéfice un peu caché ou recherché à la fois par celui qui participe à la recherche et celui qui fait la recherche. Et on voit bien effectivement les limites, mais on n'a pas forcément de solution. L'éthique, c'est ces tensions entre ces différentes valeurs, et je trouve que ça, on l'a bien senti. Enfin, cette préoccupation était vraiment très, très présente. De même, cette tension qu'il y avait entre bénéfice individuel et le collectif. Bénéfice individuel, je me disais, oui, prendre soin des patients, la façon dont on peut penser l'intérêt que peut avoir pour eux certaines stratégies thérapeutiques, certains essais thérapeutiques, parce que derrière, il y a un accès aux soins. Et puis, en même temps, l'intérêt collectif, effectivement, qui est celui de produire des connaissances pour pouvoir avoir des enjeux beaucoup plus grands sur lesquels on reviendra. On reviendra sans doute aussi. Limite aussi, je voyais, vous avez souligné les limites de la recherche, quelle population, les problèmes de confidentialité, de confiance. Alors, moi, j'avoue, il y a cette question de la confiance qui m'a beaucoup frappée, parce que je me disais, oui, en fait, dans l'intérêt des gens, mais qu'est-ce qui fait qu'on a si peur, qu'on ne puisse pas communiquer des données qui pourraient être utiles pour le collectif? Donc, il y a vraiment une crise. C'est une crise aussi un peu sociétale actuellement, qui est inquiétante, en fait, moi, je trouve, sur la confiance, en fait, ne pas communiquer des données aux autorités parce qu'on ne sait pas effectivement ce qu'ils pourraient en faire. C'est problématique parce que ça peut nuire pour le collectif. Et enfin, voilà les limites que vous avez aussi beaucoup soulignées sur le fait que, et ça c'est vraiment pour terminer un peu mon propos introductif aussi, mais la limite qu'on peut avoir à enquêter, à décrire, à alerter sur des situations qui sont difficiles et être confronté à une réalité de terrain contre laquelle parfois on ne peut pas grand-chose, ou en tout cas on voudrait essayer de faire bouger les choses. Et en particulier, vous avez abordé la question de la prise en charge de thérapeutique du cancer de l'utérus. Oui, alors on va mettre en place, on va faire du dépistage, mais si derrière on ne peut pas prendre en charge, quelle frustration, quelle souffrance, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et ça, bien sûr, c'est une question. Mais oui, ça peut faire bouger les lignes. Et oui, ça avait été abordé. Je trouvais ça intéressant de se dire, on peut peut-être changer aussi de modèle de société. Et c'est peut-être des ONG comme les vôtres qui permettent de le faire. C'est vrai aussi, ça a été dit, et puis ça dépasse. Ça a été abordé puisqu'on a parlé de l'accès à la santé mentale, aux soins psychiques, mais mon Dieu, quel drame aujourd'hui dans notre société et dans notre pays pour avoir accès à des soins aujourd'hui. On a vu la difficulté, ça a été dit sur les urgences, mais on peut vouloir dire qu'il faut des principes éthiques intangibles, qu'il faut pouvoir respecter la personne, que la contention ne devrait pas être quelque chose de... Mais aujourd'hui, quand on manque de moyens, on est dans des situations qui sont profondément inéthiques, ou en tout cas qui posent des questions éthiques. Et donc c'est tout le lien, après on y reviendra, je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas être trop longue, mais entre, de dire que oui, le soin et l'éthique sont politiques. Et moi je pense que de la même façon, ce que disait Emmanuel, je crois, je pense que comment aujourd'hui avec tout ça, et je pense que ça c'est quand même un des enjeux éthiques importants, et que pour moi, ça fait partie de notre éthique la plus importante, que de pouvoir se dire, oui, il faut malgré tout avoir ce côté peut-être, d'alerte, de désobéissance morale, de pouvoir dire ce qu'il faut faire quand les choses sont inacceptables et qu'on veut faire bouger les lignes. Donc, il y a effectivement un enjeu très, très très politique pour une cause qui est évidemment, qui à mon avis, qui n'est pas contestable, c'est-à-dire de pouvoir préserver un accès à des soins de qualité pour tous, ici comme ailleurs. Et ça devrait nous engager tous collectivement
Voilà, moi je pense que c'est un des enjeux principaux, vraiment un des enjeux principaux. Voilà un peu, enfin voilà, c'était pour vous donner un peu le retour que j'avais sur tout ça. Mais encore merci parce que voilà, c'était d'une richesse hyper importante. J'ai pris plein de notes, j'aurai encore plein de questions et puis ça va continuer. Et puis je pense comme beaucoup d'entre vous dans la salle parce que souvent voilà, les questions en amènent d'autres et puis c'est vraiment important de les partager. Merci. Merci, merci. Je suis également honoré et vraiment ravi d'avoir participé à cette journée que vous auriez pu appeler les politiques de l'éthique humanitaire, au sens où il n'était pas simplement question d'arriver au résultat où je sens que le consensus est en train de se former sur le fait qu'on ne peut pas penser l'éthique sans penser la politique, mais vous avez aussi favoriser l'émergence d'un espace où on regarde les politiques de l'éthique au sens où on regarde la boîte noire de concrètement c'est bien beau, il y a les principes et puis comment ça marche pour de vrai, quoi. Comment on vit l'éthique dans des contextes situés différents, avec des cultures différentes, avec des enjeux, des situations socio-économiques variées. Donc ça, c'était vraiment très utile. Donc, et dans ce contexte, évidemment, la charte éthique que vous proposez à MDM, elle est placée sous le jour de l'éthique du care, de la reconnaissance sur une éthique située. Elle est évidemment très utile parce qu'elle nous montre qu'en fait, l'éthique, ce n'est pas une prison, ce n'est pas la chose obligatoire qu'on est obligé de faire pour accomplir sa recherche dans les normes, mais c'est en fait un espace pour penser, une occasion pour être réflexif et pour s'interroger sur nos pratiques et nos relations à l'autre. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on découvre? Alors, ça peut être une surprise ou un truisme de le dire, c'est que le monde social est complexe et l'éthique, c'est aussi quelque chose de complexe et qui suppose, du coup, une réflexion politique. Alors, moi, en écoutant vos présentations, je me disais, j'ai quelques points que j'aimerais souligner qui, pour moi, sont des points cruciaux qu'on devrait creuser plus. Et puis, deux interrogations. La première interrogation, c'est présent dans la charte et on en a beaucoup parlé dans toute la journée, sans vraiment, en le prenant pour acquis, c'est celle des besoins. C'est-à-dire, on dit au fond, une recherche pour être éthique, elle a besoin de s'appuyer sur la reconnaissance des besoins de la population, des personnes auprès desquelles on va mener nos enquêtes. Et dans certaines présentations, on a vu que c'était l'anthropologue à qui on donnait la tâche de parler au nom de la population. Moi, je ne sais pas, moi je suis anthropologue, mais je pense que c'est difficile de parler au nom de la population. Je peux vous dire ce que je pense de la population, ce que je comprends de la population, mais est-ce que je suis légitime pour dire quels sont les besoins de la population? Je pense que s'arrêter là, c'est problématique. On doit aller plus loin dans qu'est-ce qu'identifier les besoins de la population. Et quand l'anthropologue parle des besoins de la population, au nom de quoi il parle? Qu'est-ce qui fonde sa légitimité à savoir mieux qu'une femme vivant à Gonguin, à Ouaga, si elle veut ou pas faire un test? Je pense que cette question reste à réfléchir. Ici aussi, il reste à questionner le sens de à qui on doit l'éthique. Il paraît évident dans nos présentations que l'éthique, on la doit aux personnes auprès desquelles les patients qu'on va interroger. Et on a vu que la question de l'éthique que l'on doit à l'institution qui nous accueille, quand on est, ou les acteurs de l'institution qui nous accueillent, ça paraît plus compliqué. Alors on a plutôt tendance à vouloir être du côté du pauvre et de l'opprimé. Néanmoins, dans une relation éthique, on a aussi des acteurs institutionnels avec lesquels on doit quelque chose. Alors comment on décide à qui et comment on rend compte, de quoi et à qui on est redevable? C'est quelque chose que peut-être on doit réfléchir plus profondément. Je pense que c'est ce que nous appelle la conclusion de nos discussions. Moi, ça me rappelle encore Paul Farmer et sa théologie de la libération qui demandait à avoir une réponse pragmatique pour les pauvres. Et peut-être qu'il y aurait intérêt à peut-être revendiquer ou affirmer plus fortement cette transgression à laquelle nous appelle Emmanuel Hirsch, mais de dire qu'au fond, notre éthique, elle est forcément politique, et la posture politique qui est la nôtre, c'est celle-là. Et c'est dans ces contextes-là que l'on produit une éthique dans notre travail. Je ne vais pas aller plus loin, je vais aller plus loin, mais je m'arrête là pour ce point-là. Je vais aller plus loin, et je vais juste rappeler 8 points, mais très rapides, qui sont pour moi des points que j'ai entendus, qui ont traversé toute la journée. Le premier, c'est l'éthique et l'EBM. Il y a quelque chose qui est paru aussi comme une évidence dans nos présentations ici.
on était dans un séminaire de recherche, alors qu'on est dans une association humanitaire. Ça fait pas si longtemps, enfin si Épicentre pourrait en témoigner, que l'humanitaire justifie son action par la recherche. Avant, il suffisait de dire c'est parce que j'aime l'humain et qu'au nom de l'amour que l'on doit entre les hommes, je vais au loin soigner la misère. C'est l'éthique humanitaire. Aujourd'hui, on voit l'action humanitaire se justifier avec un registre scientifique, d'où la mobilisation de l'EBM, avec deux dimensions. Un aspect négatif, c'est-à-dire que l'EBM, on sait que ça impose par exemple la randomisation dans certains cas. Donc du coup, comment on fait quand on a un humanitaire, qu'on veut tester un traitement, ce qui est le cas notamment pour Ebola, pour les vaccins Ebola, mais aussi pour le traitement. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit prouver l'efficacité de son intervention comme humanitaire, alors que le gold standard m'impose de faire une randomisation avec du placebo en double aveugle? C'est aussi l'EBM, on a souvent accusé l'EBM comme étant la fin du politique. C'est-à-dire qu'au fond, en mettant en avant l'EBM, je dis, en m'attachant au gold standard, je m'assois sur les dimensions politiques. EBM. Alors l'EBM, c'est l'Evidence-Based Medicine, la politique basée sur les preuves. C'est toute la discussion dont vous avez entendu beaucoup parler ces derniers mois avec l'histoire de Raoult et des essais cliniques, où la question, ce qui est de dire que pour prouver l'efficacité d'un médicament, on doit faire un essai clinique où on prend deux bras que l'on va, qui sont représentatifs et qui sont équivalents les deux, représentatifs de la moyenne d'une population, à laquelle on va proposer le même prise en charge, le même traitement, sauf que l'un des bras aura un traitement qui est en fait inefficace, qui n'a pas d'effet, et l'autre bras a un traitement qui a un effet. Chacun des deux bras ne connaît pas la nature du traitement qu'il reçoit, et la comparaison des deux bras permet de garantir, sans biais, ou avec le minimum de biais possible, l'efficacité d'un médicament. C'est ça l'EBM. Or, aujourd'hui, dans la mesure où, si vous regardez dans les 20 dernières années le nombre de publications, par exemple, de MSF dans le Lancet, ou même ici, on a entendu parler, les résultats de Covid homeless sont parus dans le Lancet, pour produire de la preuve de manière robuste et reconnue dans des grandes revues scientifiques, il faut faire du gold standard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanitaire de travailler le gold standard quand son éthique, c'est de soigner tout le monde? Mais l'éthique, c'est aussi l'EBM et dans la pratique humanitaire, c'est aussi une très grande force puisque ça donne de la robustesse aux résultats et ça permet de renforcer le plaidoyer. Donc, moi, je n'ai pas de réponse. Je souligne ces deux choses. Deuxième point, c'est l'éthique et le pouvoir. Pour qui on fait l'éthique? Par qui? Pour qui sont des questions qui sont vraiment importantes. Et par exemple, on parlait de la NRS. On sait que moi qui ai eu à mon époque des financements à NRS quand je travaillais sur le sida en Afrique, on sait que pour avoir le financement de la NRS, il faut la validation du comité d'éthique national. Du coup, pour qui on fait l'éthique? C'est pour qui on fait une procédure? Pour qui on dépose un protocole éthique? Est-ce que c'est pour avoir le financement de la NRS ou est-ce que c'est pour bien travailler avec les gens sur le terrain? Quel est le rapport entre le processus le protocole que j'ai déposé et les pratiques que je mène sur le terrain? Toutes ces questions ont à voir avec des enjeux de pouvoir qu'on doit vraiment réfléchir fortement. Et c'est la même chose pour accéder en prison et ainsi de suite. Troisième point, j'ai trouvé aussi très intéressant dans l'ensemble de nos présentations la question de la dynamique du consentement. Le consentement, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se construit en permanence à chaque interaction. Et on voit bien ici que dans les différentes présentations, qu'à chaque fois que le chercheur entre en interaction, ou l'humanitaire, ou qui que ce soit, entre en interaction avec une personne qui est inclue, entre guillemets, dans un essai, se rejoue le consentement à cet essai-là. Et c'est d'où l'intérêt d'être dans une charte de type éthique du care ou de la reconnaissance, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une procédure où il suffirait de cocher les croix à appliquer, mais de se poser à chaque fois la question de quelle est la valeur de la relation que j'ai avec la personne et en quoi l'interaction que j'ai aujourd'hui traduit le consentement renouvelé à la participation.
Quatrième point, c'est l'éthique comme procédure institutionnelle. On en a déjà un peu parlé. D'un côté, on produit de la probité, de la légitimité, mais aussi on protège son institution. J'aurais pu vous raconter une aventure qui m'est arrivée avec une institution humanitaire que je ne nommerai pas, qui en fait refuse, alors que dans un programme global, refuse à des anthropologues, de divers anthropologues, le consentement éthique pour participer à une enquête, tout en l'autorisant à ceux qui faisaient eux-mêmes l'essai clinique, en disant que nous, anthropologues, on était plus dangereux peut-être que ceux qui testaient un traitement de manière compassionnelle, alors que l'enjeu était vraiment de protéger l'institution. Dans l'éthique, c'est aussi quelque chose de dangereux parce que c'est quelque chose qui est parfois mobilisé par les institutions pour se défendre elles-mêmes. Et on n'en a pas du tout parlé, mais c'est un des aspects éthiques que l'on doit aussi prendre en compte, versus l'éthique négociée, dont on a eu des multiples exemples aujourd'hui, négociée en temps réel, et on pourrait parler d'ailleurs des temps de l'éthique. L'éthique, ce n'est pas le moment où, quand on a fini de rédiger son protocole, on se réveille, on se dit « Oh là là, il faut que j'ajoute mon consentement, mon formulaire de consentement et mon formulaire d'information ». C'est en fait quelque chose qui se construit en temps réel. L'éthique pour de vrai, c'est celle dont on a entendu parler aujourd'hui tout au long de la journée, sur les manières dont on doit négocier, non pas être dans une éthique qui serait un pur relativisme où tout serait égal par ailleurs, mais au fond quelque chose qui à chaque fois se repose la question de la nature de l'interaction, du contexte de l'interaction et de la façon dont, à un moment donné, j'entre en négociation avec un individu, avec le souci d'être dans une forme de reconnaissance et de care. Cinquième point, c'était la question de l'éthique et de la reconnaissance des besoins. J'ai été frappé par la discussion sur les violences sexuelles où, au fond, on pourrait se poser la question, d'un point de vue éthique, qu'est-ce qui serait le plus éthique ? De proposer des soins ou d'être dans la discrétion ? De taire parce que la personne veut taire, et à ce moment-là, de ne pas être dans une forme de réforme sociale, mais de dire, cette femme-là, dans sa société donnée, tout lui demande de ne pas en parler. Qui suis-je, moi, et comment je prends la décision ? Soit de l'accompagner dans ce silence parce que je respecte l'éthique locale, ou est-ce que j'agis dans les soins et dans peut-être une forme de coming out qui est la politique classique, qui est celle des activistes occidentaux, mais qui souvent sont une forme de violence aux relations, aux enjeux, aux manières de s'inscrire dans le monde, dans les sociétés données. Et dans cette reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance qui se traduit par une réciprocité directe. C'est-à-dire qu'évidemment, les chercheurs, bien souvent, alors c'est pas le cas, et c'est peut-être la force des humanitaires, c'est que le chercheur pur dit « oui, je vous promets, mon travail va servir, dans 2 ans, il y aura un livre ou un papier, et vous verrez, je vais rendre compte des forces structurelles qui font de votre vie un enfer. » Mais quand vous êtes humanitaire, vous êtes dans la capacité, et les chercheurs devraient apprendre de ça, d'être dans une forme de réciprocité directe, c'est-à-dire il ne faut pas promettre des lendemains meilleurs, il faut être dans le présent. Et dans la réciprocité qu'on doit à nos interlocuteurs, il y a cette capacité, ce besoin, cette nécessité de répondre au présent, aux enjeux présents des individus avec lesquels nous sommes. Et j'ai bientôt fini. Le 6e point, c'est l'éthique comme production de connaissances. Je répète, je l'ai déjà dit ce matin, mais je trouve que c'est vraiment important quand on parle d'évaluation, quelle est l'efficacité de nos programmes. Se saisir du moment éthique comme un moment de dévoilement des enjeux sociaux, des lieux dans lesquels on est, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de très important. Mais j'ai appris ça en prison. J'ai fait une petite pub. On a un livre qui est sorti chez Routledge, mais qui ressort là aux éditions de l'ENS sur la prison là, au 2e semestre, dans lequel Marie Morel et moi avons écrit un article sur les éthiques confinées, sur l'éthique c'était un programme qu'on avait multidisciplinaire en Afrique, dans les prisons, et où on essaie de défendre ce point de vue qu'au fond, l'éthique, c'est pas simplement le truc qui vous embête quand vous commencez à déposer un programme. C'est pas simplement le truc auquel on doit être attentif en permanence. C'est aussi un moyen de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles on est, ce qui rejoint la posture de Fassin sur les anthropologies morales. Et enfin, c'est la question qui a été déjà soulevée par Emmanuel Hirsch sur l'éthique et l'individu. On a bien vu ici que l'erreur serait de penser que l'éthique ou notre conception de l'éthique s'applique de la même façon, de manière universelle, mais qu'on doit se poser la question de ce qu'est un individu.
et que notamment sur qu'est-ce que l'autonomie ou qu'est-ce que le choix d'une femme, si ce que Maman Sani n'a pas eu le temps de vous expliquer, c'est que dans certains cas, il décrit dans sa thèse une dame qui vient pour faire signer un consentement éthique à une femme qui devait être inclus. La femme lui dit « Ah, je ne peux pas vous répondre, il faut demander à mon mari ». On demande au mari et le mari dit « Ah, je ne peux pas vous répondre, c'est mon père le chef de famille ». Et donc finalement, c'est le père chef de famille qui donne le consentement éthique pour son fils, qui lui-même le donne pour sa mère. Donc la conception de l'individu est ici complexe. Je vous renvoie également aux travaux de Salah Sariola en Indonésie, qui sont absolument illuminants sur cette question. Et également la question des effets sociaux de l'essai, à savoir qu'on s'inquiète beaucoup de est-ce que c'est mal vraiment d'inclure une personne en lui donnant des garanties et des revenus dans un essai. On se pose moins souvent la question de ce que l'essai va avoir comme effet dans la société en créant un groupe de privilégiés qui vont avoir accès aux soins. Je pense par exemple à l'essai Temprano dans lequel j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, où les patients inclus dans un essai de mise sous traitement précoce tuberculose entraient dans les systèmes de santé avec un carnet de santé spécifique, avec leur numéro d'inclusion, et ce carnet leur permettait de passer toutes les queues et d'aller direct à la consultation. Et c'est aussi un effet que l'on doit interroger, c'est-à-dire donc que l'éthique ne doit pas se penser simplement pour l'individu lui-même inclus, mais pour la communauté dans laquelle il s'inscrit. Et je vous remercie encore infiniment de m'avoir invité à cette journée passionnante. Comme je savais qu'il y aurait 2 brillantes interventions liminaires, j'avais 2 minutes que je gardais. Et je les utiliserai juste pour dire, vous avez dans l'engagement de votre structure, je ne sais pas comment on appelle, on dit l'association en fin de compte, de Médecins du Monde, ce souci de prendre soin de la justice. Et je pense qu'un des mots-clés, à mon avis, à aborder quand on aborde l'éthique du point de vue des engagements humanitaires, c'est la question de la justice. Et retenez un mot que je n'ai pas employé, en fin de compte, qui est le dilemme auquel vous êtes confrontés au quotidien. C'est-à-dire, les situations que vous avez évoquées tout à l'heure sont des situations de dilemme, d'engagement effectivement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une communauté qui est autour de valeurs, Médecins du Monde, et vis-à-vis d'une société. Et comment arriver à arbitrer dans des dilemmes sans qu'on sache d'une manière certaine qu'on aura la bonne décision et la bonne solution. Et je crois que c'est ça aussi qui est apparent dans tout ce qui a été dit, et ce n'est pas spécifique à l'intervention dans l'humanitaire. C'est comment on intervient au nom de valeurs, comment on survit à certaines décisions lorsqu'on a tenté, quelquefois difficilement, de viser le préférable et la moins mauvaise décision. Et tout à l'heure, Sophie, tu évoquais la notion d'inquiétude. Comment on sort de tout ça quand on est dans des pays qui sont en situation de crise, quand on est dans un monde aussi déstabilisé au niveau de ses régulations morales? Quelles valeurs et avec quels moyens on incarne tout ça? Tout ça pour dire que j'ai trouvé passionnant tout ce que vous avez dit. Et je pense que pour qu'il y ait exercice éthique dans une institution, il faut que l'institution aussi incarne, au niveau de ses principes, un certain nombre de valeurs incontestables, inconditionnelles, et qu'elle défende ses interlocuteurs, en tous les cas, celles et ceux qui travaillent au service de l'institution sur le terrain. Et ce que je vois, je ne parle pas de l'humanitaire, c'est comment un certain nombre de professionnels et puis aussi militants associatifs se trouvent dans la solitude sur le terrain, dans une situation d'abandonnisme et d'une certaine façon de mépris, de négligence, qui font, et j'ose le mot, qu'ils vivent des souffrances éthiques qui quelquefois aboutissent à des mauvaises pratiques, à des mauvais comportements pour eux-mêmes et à des maltraitances pour les autres. Et je pense que quand on fait de l'éthique, j'allais dire pratique, il faut prendre en compte cette réalité. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir les principes, mais il faut que les gens sur le terrain soient en capacité de les défendre. Parce que quand ils sont sur le terrain, ils ne sont pas face à des abstractions, comme je le suis moi, en parlant. Ils sont face à des regards qui implorent, d'une certaine manière, une sollicitude dont dépendra de cette attention, de cette sollicitude, le devenir immédiat de la personne, sa vie ou sa mort, d'une certaine façon. Et c'est à ces enjeux qu'ils sont confrontés. Puis un dernier point, et on a abordé effectivement toute l'éthique, et on pourra en faire quasiment un colloque spécifique de la recherche biomédicale dans des circonstances qu'on évoque maintenant. Mais oui, un des dilemmes éthiques aussi, c'est quand il y avait une molécule qui avait une certaine efficacité, et qu'on va faire aussi le triage
même si c'est au nom du hasard, entre ceux qui auront la molécule efficace, et peut-être qu'ils ne l'auront que parce qu'ils seront inclus dans les décrets, ceux qui auront éventuellement la possible innovation, et puis ceux qui auront le placebo. Puis, je ne vais pas détailler parce que vous me le demanderez une autre fois, mais le placebo n'est pas en soi une éthique. Il faut bien qu'on soit aussi d'accord. Les malades du sida, oui, non, mais les malades qui ont bénéficié en 87 de l'AZT, c'était la première molécule, et qui ont eu la chance d'avoir le placebo, ont quelquefois survécu, là où d'autres n'ont pas survécu. Voilà, c'est tout ça pour vous dire. En tous les cas, la notion de justice, on parle beaucoup d'équité, à mon avis, elle me semble fondamentale. D'ailleurs, elle est dans tous les grands principes de l'éthique, notamment dans un document que vous ne citez pas dans votre super charte, c'est le rapport Belmont, donc c'est un rapport fondamental, à mon avis, au niveau de l'éthique biomédicale, et qui définit très très précisément qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que c'est le respect de la personne, tous les critères, à mon avis, à convoquer. Bien, merci beaucoup d'avoir joué le jeu d'une synthèse qui n'est pas simple, parce que le sujet est complexe. Ce qu'on pourrait peut-être se dire, c'est que, d'une part, je me rappelle, il y a à peu près une quinzaine d'années, on parlait de complexe militaro-humanitaire. On pourrait peut-être se dire qu'on est dans une séquence d'humanitaro-scientifique, et qu'il faudrait peut-être en prendre, je dirais, la mesure. Ça, c'est le premier point. Et ça me permet de dire qu'en fait, si à Médecins du Monde, on a commencé à travailler, alors ça fait... Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'à Médecins du Monde, on ne s'est pas intéressé à la question éthique. On s'y intéresse depuis la naissance de Médecins du Monde. Mais je dirais qu'il y a une prise de conscience depuis quelques années du fait que justement ce complexe scientifico-humanitaire, eh bien, il est dans la maison. Et il pose des questions particulières. Et ce n'est pas par hasard qu'on a commencé à fabriquer, je dirais, une pensée éthique propre à notre association à partir de la question de la recherche. Et ensuite, donc, on est arrivé sur ce que Magali a rappelé tout à l'heure et Karine ce matin, sur cette éthique plus générale d'une association par rapport non pas simplement à la recherche, mais à l'intervention. Donc, je voudrais qu'on ait une deuxième partie de la discussion, non plus sur la recherche, mais justement sur cette éthique de l'intervention. Et nous sommes des pragmatiques, les humanitaires. Nous avons besoin de réponses pratiques par rapport aux questions qu'on se pose. Donc, ce que je voudrais... En fait, on tend la main pour que vous nous nourrissiez à partir de vos expériences, de votre philosophie, de votre expertise, que vous nous nourrissiez sur la séquence qui vient à nous. Nous avons fait le choix d'une éthique du care, une éthique de la responsabilité, une éthique de la relation, de l'interdépendance, de la vulnérabilité. Il faut que dans les mois qui viennent, on opérationnalise cette question-là. Et donc, comme vous l'avez les uns ou les autres à votre manière rappelé, il y a des valeurs qu'on défend. Je pense que sur la question des valeurs, il me semble qu'il n'y a pas un gros débat. On est à peu près d'accord. Je pense qu'on est même assez totalement d'accord. La question, c'est où est-ce qu'on les fait vivre? Quels sont les dispositifs organisationnels qui permettent à un moment donné de creuser notre sillon, qu'il y ait une culture éthique qui aille du sommet à la base, ou plutôt de la base au sommet. Est-ce qu'il faut mettre en place des comités éthiques? De quelle manière? Est-ce que ces espaces éthiques, il faut les faire vivre par des formations, par autre chose? On est en plein work in process, là, sur le coup. Et c'est vraiment... je vous demande de faire un effort, je m'exprime comme ça, de faire un effort de concrétude. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des éléments concrets d'organisation, si vous voulez, de la discussion éthique dans une organisation comme la nôtre, ou dans une autre organisation, ça peut être un hôpital et ça peut être transféré, qui nous permettrait, je dirais, d'avancer dans notre réflexion. Excusez-nous, on va vous utiliser, en fait. Oui. Et alors, dans un deuxième temps... Dans un deuxième temps, donc je vais vous demander parce que comme on est très concret, je vais vous demander de réagir à la question que je vous pose, là aussi assez rapidement, si vous le pouvez, enfin bon... Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons notre directeur préféré qui va effectivement peut-être ramener des questions très concrètes et pratiques, si vous voulez, qu'on se pose aujourd'hui à Médecins du Monde et qui se posent d'une façon plus générale dans le monde humanitaire. Ça te va comme ça? Oui. Oui, vas-y.
juste parce que je ne peux pas m'empêcher de parler, mais tu dis qu'on est aussi des pragmatiques. On n'est pas que des scientifiques, mais on est aussi des idéalistes. J'aurai peut-être l'occasion de revenir derrière sur cette histoire d'éthique et justice, parce que c'est quand même nos fondamentaux. On est l'ONG de la justice sociale, via la santé, via la recherche, via la militance, mais c'est quand même nos valeurs d'abord. Voilà. Mais je crois que je n'ai pas le droit de réagir à sa question, donc je vous laisse y aller. Sur les questions, alors je vais essayer, je veux bien avoir quelques ébauches de réponses, parce que c'était les questions sur lesquelles on avait échangé avec Magali. Donc, comment est-ce qu'on passe effectivement de concepts, de principes théoriques à une application dans la pratique? Alors moi, peux vous parler de 2 expériences que j'ai, du coup, une au Comité consultatif national d'éthique et une en tant que je suis coordinatrice de la démarche éthique dans les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, depuis maintenant 2016. Donc je vais être très, très franche sur la situation et les difficultés qu'on a pu rencontrer. Je pense que c'est un élément majeur. Moi, je dirais 2 choses. La première, c'est que il me semble, et c'est bon, je pense que ce que disait Emmanuel, alors je vais quand même du coup vous dire un tout petit peu d'où je viens aussi. Donc moi, je suis médecin hospitalier. J'ai eu besoin à un moment, du fait de ce que je pouvais rencontrer sur le terrain, d'avoir un outil de pensée pour pouvoir réfléchir à ces questions, à ces dilemmes éthiques auxquels j'ai été confrontée. Je me suis formée à l'espace éthique Île-de-France chez Emmanuel Hirsch, et je pense que c'est un élément important. Je dis ça parce que je pense que c'est un élément majeur. En fait, comment est-ce qu'on peut faire vivre l'éthique sur le terrain? Oui, nous avons besoin d'une acculturation éthique. Donc c'est une discussion qui existe depuis longtemps, depuis Platon. Il y a un dialogue du Protagoras qui est très intéressant pour savoir si on est vertueux ou si on peut apprendre à être vertueux. Et c'est vrai que c'est une question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être formé à l'éthique ou est-ce qu'on est forcément, après tout, vous êtes tous des humanitaires, donc vous êtes forcément éthique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai. Je pense qu'on le sent, il y a quelque chose comme on peut le sentir chez les soignants. Néanmoins, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Moi, il me semble un des éléments, en tout cas ce que j'ai pu voir quand on a mis en place ça à la PHP, notre idée, c'était vraiment pas du tout d'être dans un truc top-down, mais de quelque chose qui partait du terrain. C'est-à-dire de se dire, pour faire vivre cette charte éthique, pour faire vivre ces principes éthiques, c'est des partages d'expériences. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Sincèrement, je le dis vraiment, je pense que c'est super important parce que moi, il me semble que c'est un des éléments, c'est ces partages, c'est cette acculturation qu'on peut avoir ensemble. C'est pas forcément, et je crois que Emmanuel, on lui dira ce qu'il veut évidemment, mais en tout cas, c'est pas forcément d'avoir des éthiciens, etc., mais c'est qu'on puisse partager aussi ça avec une approche multidisciplinaire. Alors, il y a des freins, c'est sûr que c'est difficile. Je vais vous dire, moi, les freins principaux. C'est qu'aujourd'hui, l'éthique, c'est considéré comme un supplément d'âme, c'est considéré comme la cerise sur le gâteau, c'est que la formation en éthique, la recherche en éthique n'est pas valorisée. Alors moi, je peux parler de mon domaine dans la pratique médicale, mais on considère que la recherche en sciences humaines et sociales, par rapport à la recherche de sciences dures, c'est vraiment moins intéressant. Non, mais c'est important parce que du coup, c'est un obstacle. Et c'est un obstacle en France, parce que ce n'est pas un obstacle dans tous les pays. Quand vous allez aux États-Unis, enfin dans les pays d'Amérique du Nord, c'est différent. Même dans d'autres pays de l'Europe, l'éthique n'a pas la même valeur. Et ça, c'est important. Il faut savoir qu'on part quand même d'assez loin en France, même si on est les pays des droits de l'homme, etc., etc. Il y a quelque chose qui est vraiment un frein très important. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à pouvoir développer parce qu'on arrive. Voilà, c'est un des obstacles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Oui, alors ensuite, effectivement, il y a, dans les autres obstacles qu'on peut avoir, nous, qu'on a pu rencontrer, que vous n'avez sans doute pas, mais c'est un des obstacles aussi dans le milieu du soin, ce qui est quand même problématique, c'est que c'est une question du temps. Vous avez parlé à plusieurs reprises quand même du temps qu'il fallait passer. Bon, il se trouve que le temps passé auprès des personnes, nous, à l'hôpital, le public en particulier, ça n'est pas valorisé. Donc on valorise des actes techniques, on valorise, etc. On ne va pas valoriser le temps. Donc ça, c'est un obstacle important pour développer une éthique du soin, une éthique du care, etc. C'est un obstacle très important. Ça, c'est le premier point. Dernier point, très rapidement, je vous donne l'expérience, sinon sur le Comité consultatif national d'éthique. Bon, pour ceux qui connaissent peu, parce qu'en général, c'est quand même assez peu connu, c'est une instance multidisciplinaire, 40 membres, qui viennent de milieux très différents et qui réfléchissent. L'idée, c'est que l'éthique va naître en fait, d'une réflexion un peu comme ça, et de discussions multidisciplinaires, et on produit des avis. Alors, on a produit des avis. Notamment dans le champ, surtout de la bioéthique, des enjeux éthiques du progrès de la recherche, mais pas que.
On a produit, ça fait 3 ans maintenant, ou 4 ans je crois, un avis, vous voyez, par exemple, sur l'accès aux soins pour les migrants. Quel suivi de ces avis ? Voilà, moi je vous pose la question aujourd'hui. Il y a ça aussi qu'il faut qu'on interroge, et c'est vrai, on se questionne nous aussi au niveau du CCNE, ça fait débat. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses, il y a des choses qui ont été affirmées de façon très forte, les gens qui ont porté cet avis étaient des gens importants, on va dire, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas qui étaient engagés dans cette défense-là. Aujourd'hui, on affirme des choses, on a des paroles, voilà, comme beaucoup, comme il y a des paroles politiques, il y a des promesses politiques, et derrière, ça ne suit pas. Donc effectivement, c'est comment est-ce qu'on met ça en œuvre, comment est-ce qu'on rappelle ce qu'on a dit, ce que vous avez dit, vous comme ONG, etc. Comment est-ce qu'on fait vivre ça dans le débat public ? Et ça, c'est aussi une question de démocratie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre ? Je pense que ça, c'est un enjeu absolument majeur, à mon avis. Voilà. Pour le Comité consultatif national d'éthique, moi, je trouve que c'est un des écueils à titre personnel. Hein, donc, je l'ai déjà dit au sein du CCNE, donc mais je pense que c'est intéressant pour nous, on réfléchit, on produit des choses, mais si derrière, on n'a pas les moyens et quel levier on a. Donc ça, moi, évidemment que je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il faut essayer de le penser ensemble. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, pour pouvoir mobiliser, pour que les choses bougent, parce que c'est votre volonté, c'est la nôtre. Enfin, je pense qu'effectivement, on est quand même dans des combats, on va dire, communs. Et ça, ça reste une des limites importantes. Mais c'est aussi reconnaître, je pense que quand même, c'est reconnaître la place de l'éthique par rapport à d'autres champs, notamment de sciences humaines et sociales. Pratiquement, madame. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que si on mettait en place un comité d'éthique, il faudrait qu'on demande à des personnes extérieures de venir regarder ce qui se passe chez nous ? Alors, je pense que la multidisciplinarité, oui, c'est intéressant. Et je pense surtout, moi, il me semble, mais c'est un avis personnel, je ne peux pas parler au nom de... C'est un peu l'expérience que j'ai. Mais ce que je trouve intéressant, c'est tout ce qui peut être nourri du terrain. Voilà, ne jamais être déconnecté, ne jamais être au-dessus, etc. Ça, c'est super important. Là où si on commence à dire la morale, c'est hyper dangereux. Enfin, je veux dire, le bien, le mal, c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc, partir des expériences de terrain, des questions éthiques qui se posent, c'est-à-dire que tous ceux qui participent à ces missions sur le terrain, quelles questions éthiques ont été posées ? Et donc après, il faut pouvoir expliquer. C'est pas facile de formuler. Là, on a entendu beaucoup de choses. Le mot éthique a été prononcé des milliers de fois aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dilemme éthique ? En fait, un dilemme éthique, l'éthique, c'est une tension entre différentes valeurs. C'est pas de dire c'est éthique ou c'est pas éthique. C'est d'essayer de comprendre ce qui pose problème. Voilà pourquoi est-ce qu'on a une tension entre une approche un peu plus individuelle par rapport au collectif. En quoi, voilà. Donc c'est d'arriver à faire ça et ensuite de pouvoir le discuter, oui. Moi, je pense que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça avance. Donc, il y a quelque chose de très démocratique, de partage d'expérience qui me paraît essentiel. Mais ça, vraiment, franchement, je le parle, vous voyez, avec beaucoup de passion, mais c'est quelque chose de très personnel parce que je peux pas parler au nom du CCNE. Je vais parler avant Emmanuel Hirsch parce qu'il aura l'art de tout bien enrober. Grâce à vous. Moi, je vais essayer de répondre à la fois comme un praticien de la recherche et puis aussi comme un prof d'université. Comme quelqu'un qui essaye de transmettre des trucs, quoi. Donc, avoir des clés de transmission. Je ne sais pas si j'ai les bonnes, mais on va voir. D'abord, je pense que une chose qui me paraît importante, et en disant ça, je pense à ce que disait Emmanuel Hirsch sur la solitude des soignants. Moi, je pense souvent à la solitude des mourants de Norbert Elias, et je transpose ça toujours à celui qui est au fin fond de la brousse, qui a 3 ans, 2 ans d'études peut-être, et qui se retrouve à avoir géré des trucs plus gros que lui, et il n'a personne pour l'aider. Et cette question-là, elle se pose aussi pour, je suppose, le praticien humanitaire qui est quelque part au bout du monde et qui est seul à gérer un enfer. Vers qui il se retourne ? Est-ce qu'il existe, entre guillemets, le numéro vert éthique de Médecins du Monde où celui qui est sur le terrain, il peut avoir une écoute, un espace, un lieu, un blog, ou je ne sais pas, ou en tout cas un endroit où il sait qu'il aura une écoute attentive, qui ne va pas être lui dire « fais ci, fais ci, fais ça », mais qui va l'aider à analyser la situation dans laquelle il se trouve et dans laquelle il peut agir. Donc, avoir un espace comme ça,
ça me paraît fondamental. Appelez-le comme vous voulez, ça peut être comité d'éthique parce que les gens vont réfléchir, lieu éthique, espace éthique, en tout cas, savoir qu'il y a un lieu douillet, entre guillemets, où on peut poser son problème et où on sait qu'on va avoir une écoute attentive et active, c'est-à-dire qui va nous aider à réfléchir sur ces questions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Emmanuel Hirsch parlait du rapport Belmont, et qui renvoie évidemment à l'histoire de Tuskegee, le fameux essai clinique, dont je suppose peut-être vous connaissez cet essai clinique qui a déclenché le rapport Belmont. C'est un essai sur le suivi longitudinal de la syphilis, où des métayers noirs, pas pour la plupart, tous noirs, américains, sont suivis au début de leur syphilis alors qu'il n'y a pas de traitement, et alors que la pénicilline est mise sur le marché, les gars ne sont pas soignés, et ça commence dans les années 40, ça finit dans les années 70, et on a laissé mourir des gens contaminer leurs épouses, leurs partenaires, sans les soigner, pour bien suivre l'histoire naturelle de la maladie, ce qui a donné lieu au rapport Belmont, qui effectivement est un texte fondamental de l'éthique. Eh bien, je pense que ces histoires-là, il faut que les gens les connaissent. Ça veut dire qu'avoir un espace de discussion où les gens vont réfléchir, c'est super. Avoir un espace de parole, c'est très important. Mais nos paroles, elles s'appuient aussi sur des expériences et des histoires. Et je pense que c'est important, à un moment donné, que les acteurs aient accès à ce corpus. Peut-être pas dans sa totalité, mais au moins en partie, que les gens connaissent les histoires, parce qu'elles sont suffisamment marquantes pour qu'on comprenne l'importance de reconnaître en face de soi un autre soi-même. Enfin, reconnaître, pour parler comme les Lévinas, reconnaître dans le visage de l'autre un autre soi-même, quoi. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que peut-être qu'il faut aussi imaginer un lieu ou une offre, une possibilité, alors que ce soit peut-être dans l'espace éthique ou même au sein de Médecins du Monde, un endroit où les gens vont pouvoir se nourrir sur des expériences éthiques, se nourrir sur ces questions-là. Ça, c'est le deuxième point. On a parlé du partage d'expériences, mais je pense que peut-être ça, à un moment comme aujourd'hui, c'est évidemment très utile. Mais pour cultiver le souci éthique, pour cultiver cette inquiétude dont parlait encore mon voisin, il faut, à mon avis, faire un peu plus que ça, parce que je ne suis pas complètement d'accord. Je ne pense pas que l'humanitaire soit... le rapport entre l'éthique et l'humanitaire soit naturel. Il ne l'est pas du tout. Quand il y a une catastrophe naturelle, on enterre les gens, comme le disait une personne avec qui j'ai travaillé dans un CTE pendant Ebola, on a enterré nos parents comme des fagots de bois. Parce qu'il y a une suspension éthique dans certains moments, et les premiers acteurs de cette suspension éthique sont les humanitaires. Je me souviens d'un acteur humanitaire qui me disait, quand je lui signalais que quand même c'était le 300e mort qu'on enterrait sans garder l'identité de la personne et qu'on ne transmettrait pas à sa famille ni le lieu de sa tombe, ni son identité, il disait « Ah oui, mais nous, on est là pour sauver des vies, on n'est pas là pour s'occuper des morts. » Donc son centre produisait des morts qui étaient enterrés, comme le disait cette jeune femme à laquelle je pense, comme des fagots de bois. Donc il faut cultiver cette inquiétude et ce souci éthique, et c'est pas facile parce que quand on est au milieu de l'action, c'est pas facile de garder ce souci éthique. Alors, moi j'aime bien un truc tout simple, mais j'aime bien le théâtre, alors c'est peut-être pour ça, mais travailler sur des mises en situation, travailler sur, après avoir fait ce travail de réflexion, de lecture, d'imprégnation du souci éthique, essayer de voir comment concrètement je peux le mettre en œuvre dans le cadre de jeux de rôle qui seraient rédigés par des gens qui ont été confrontés sur la base d'expériences concrètes éthiques, et de dire voilà la situation, je te mets en situation, comment tu réponds à ça, comment tu réagis à ça. Et des gens qui seraient sur le point de partir en mission, ou des gens qui seraient sur le point de développer une recherche, s'ils étaient mis, alors peut-être vous faites ça à l'espace éthique, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que c'est une manière d'apprendre par corps, en fait, et non pas d'apprendre par cœur, d'apprendre par corps dans des exercices de mise en situation. Il me semble que c'est une bonne manière d'incorporer une forme de souci éthique sur la base d'expériences concrètes. Merci. Moi, je fais ça pour plein de choses. Et j'ai fait ça notamment suite à Ebola.
Et ça, là, je vous assure, j'ai fait ça. Vous connaissez le Thousand Hill Cemetery au Liberia. C'est pas le Thousand Hill, c'est le Disco Hill, pardon. C'est un cimetière qui a été construit sur une colline où il y avait une boîte de nuit. La boîte de nuit a disparu, c'est en brousse, et vous avez une colline avec plus de 1000 tombes, des croix. Et quand c'est des enfants, c'est plus des croix, c'est juste des bouts de bois plantés comme ça. Et j'ai fait dans ce cimetière, après Ebola, un exercice d'enterrement avec des acteurs, et dont des gens très sûrs d'eux-mêmes, à qui je demandais de jouer les sauvages. C'est-à-dire que je leur disais, ben voilà, vous n'êtes plus Croix-Rouge, vous n'êtes plus agent humanitaire, vous êtes une personne dans son village et vous venez de perdre votre parent. Et donc on écrivait la scène et on jouait la scène de l'enterrement et de la négociation pour aller retirer le corps, le désinfecter et l'enterrer. Et ce qui était fascinant, c'est que ces gens-là qui étaient très sûrs d'eux-mêmes et qui étaient des vrais humanitaires, qui disaient oui, alors, il ne faut pas toucher, il faut, j'exagère quand je dis des vrais humanitaires à dessein, disant il faut désinfecter, il faut mettre dans un sac, c'était caché dans la forêt proche, était revenu avec des feuilles dans les arbres, dressés comme des indigènes, et avait été d'une violence envers ceux qui jouaient l'action humanitaire, qui témoignait très bien une chose qui est évidente, c'est que bien qu'étant acteur humanitaire libérien, il connaissait tout à fait l'importance de bien traiter un corps. Mais une fois dans l'habit d'acteur humanitaire, ils étaient dans une suspension totale qui était associée à la peur et à tout ça, et qu'on comprend bien. Mais le fait de leur faire jouer cette scène et d'avoir eux-mêmes à défendre le corps et que ceux d'en face aient à expliquer pourquoi il fallait négocier et qu'on pouvait peut-être trouver un terrain d'arrangement, était extrêmement, vraiment extrêmement fort. Et un autre exemple, toujours dans le cadre de ces formations que j'ai fait en Afrique, ça c'était pour la Croix-Rouge au Sénégal. Vous connaissez peut-être le poème de Birago Diop qui s'appelle Le soufflet des morts, qui dit les morts ne sont pas morts, écoute dans le vent, ils sont dans le feu qui crépite, ils sont dans l'eau qui coule. Et je vais faire une formation sur comment bien traiter les morts pendant Ebola. Et évidemment, moi, petit blanc, je ne vais pas expliquer aux gens c'est quoi la mort en Afrique. J'avais devant moi des Africains qui enterrent leurs parents tous les jours. Et on a commencé par réciter ce poème que tous les Africains francophones connaissent parce qu'on apprend ça à l'école primaire. Et simplement le fait de réfléchir, de réciter eux-mêmes cette poésie, les remettait dans une situation où ils n'étaient plus acteurs humanitaires, justement, mais ils étaient humains. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a rejoué, là encore, ces mêmes scènes et, en termes de jeu de rôle. Et c'était vraiment très, très productif. Je voulais juste préciser aux non-spécialistes que le mot inquiétude, plus loin, inquiétude, et le devoir de non-abandon, c'est le philosophe Emmanuel Levinas qui a développé ça dans son œuvre et qui nous marque effectivement, notamment sur l'éthique de l'autre, de l'altérité. Je ne vais pas répondre à votre question pour une seule raison. C'est que pour y répondre, il faudrait que je connaisse véritablement la spécificité, l'intelligence et l'histoire ou la culture de Médecins du Monde, ce que je ne connais pas. J'ai uniquement une perception comme citoyen parce que vous êtes au cœur des préoccupations des gens qui font de l'éthique. Donc ça, c'est le premier point. Et Attendez, je me permets de vous interrompre. Je vous demandais pas de répondre pour Médecins du Monde, je vous demandais de tenter de répondre par rapport à vos expériences à vous. Non, mais ça c'était le deuxième point. Mais ça aurait été sans intérêt que je commence à me lancer dans une analyse. Mais si demain vous me demandez de vous apporter des conseils spécifiques au regard d'une analyse, c'est-à-dire de documents, de rencontres avec des personnes, je pourrais étayer une certaine forme d'approche. Il se fait que tout dans mon histoire a été pragmatisme. Parce que j'ai créé l'espace de l'assistance publique au Hôpitaux de Paris en 1995 avec Didier Sicard et directeur de l'assistance publique. J'ai créé à l'université Paris-Saclay la structure d'éthique de la recherche et d'intégrité. Donc moi, je suis plutôt un bâtisseur. Et ce que j'ai créé, enfin, c'est modeste de dire ce que j'ai créé, l'intérêt, c'est que derrière ce jeu, une dynamique s'est créée. Vous ayez aujourd'hui Sophie Crozier qui a fait un doctorat chez nous, qui est au cœur aujourd'hui des problématiques les plus sensibles dans le contexte de la pandémie, et à la fermeture de lits, de la responsabilité dans un domaine aussi sensible que d'être responsable de personnes qui font un AVC, avec l'urgence, qui est aussi une urgence sanitaire et une urgence humaine qui intéresse, qui interpelle.
Donc je ne vais pas faire le panagénérique de ce que j'ai fait. Vous regarderez les unes et les autres sur le site de l'espace éthique. Vous verrez ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé et qui y a été associé. Je dirais que pour moi, le premier point, c'est pour ça que je voudrais parler un peu d'histoire. Quand on a créé l'espace éthique de la PHP en 1995, on était dans la dynamique des années SIDA. Voilà. C'est-à-dire avec une culture qui était celle de l'éruption de la parole. Tout à l'heure, votre présidente, en introduction, a parlé du savoir expertal, qui est à égalité avec un autre type de savoir, on dirait académique. Et on voit à quel point des rencontres et, j'allais dire, des confrontations, des associations, des alliances doivent se nouer et se construire, y compris s'il y a des comités d'éthique, on en dira un mot. La représentativité aujourd'hui de la personne directement concernée, lui donner la capacité d'être capable précisément d'intervenir au nom de ce qu'elle est, de ses valeurs, de ce qu'elle représente aussi dans une culture, une tradition, pour qu'il y ait acceptabilité. Donc je suis, moi, uniquement dans l'action. Je ne suis pas un grand spéculatif. Donc, pour répondre à votre question, je pense d'abord qu'il faut être très réservé par rapport aux instances d'éthique en soi. Moi, je suis très admiratif que le président François Mitterrand ait créé un comité consultatif national d'éthique, mais ce que dit Sophie très justement, vous en êtes à 180 à peu près avis depuis 1983, c'est 160, oui, c'est à peu près, pardon, un petit peu moins, mais enfin c'est dans cette zone-là, donc beaucoup d'avis qui ont été rendus. Quelle est l'implémentation, comment les gens s'approprient ces avis? Donc il y a tout un ensemble de relais qui sont à mettre en place. De la même manière, dans une université, vous voyez, parler d'intégrité scientifique, on l'a vu ces derniers mois, que ça touche quand même à l'essentiel de la vie démocratique, de l'expertise scientifique, de la vérité, de la crédibilité qu'on peut accorder à la parole de l'expert. Donc s'il n'y a pas les gens qui s'approprient, c'est-à-dire qui en font leur cause personnelle, qui voient que leur identité de citoyen est engagée et ce qu'ils défendent. Donc il y a tout un travail de pédagogie. Donc moi je suis assez réservé, si vous voulez, sur les instances, y compris, j'allais dire, on voit dans des grandes instances de recherche, l'INSERM, un comité remarquable, ils n'ont pas des avis, mais ils font des notes, qui ensuite se travaillent, s'élaborent. Donc la légitimité dans ce domaine procède d'abord du pluralisme des points de vue. C'est la recherche, effectivement, de l'identification de questions, déjà identifier une question, puis ensuite l'argumenter, et l'argumenter dans le temps, avec beaucoup d'humilité. Et pour moi, le travail le plus important, c'est le travail de terrain, c'est-à-dire comment on s'imprègne d'une culture partagée. Ça veut dire qu'il faut aussi, au niveau institutionnel, qu'il y ait une culture. Je ne vais pas vous faire tout le détail, je vais juste vous dire quelque chose. Je pense qu'il faut une intelligence de la stratégie éthique. Je ne dis pas que ce qu'on a initié fonctionne bien, parce que ça serait modeste, et j'en suis convaincu. Ça a d'autant plus fonctionné qu'on a universitarisé aussi à travers des formations, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans des idées générales ou dans des sentiments, on est aussi dans une construction effectivement étayée, un processus décisionnel, collégial, avec une argumentation solide quand il s'agit de la vie ou de la mort d'une personne. Je pense que ça justifie de s'approprier un certain nombre de savoirs qui ont des spécificités et qui sont quand même liés à des circonstances données. Pour beaucoup, l'éthique médicale est née avec la réanimation dans les années 70. Je ne parle pas du choc de la Shoah, c'est-à-dire de l'éruption de cette conscience après les exactions commises sur les déportés dans le contexte d'une recherche dont on pensait qu'elle était moralement justifiée. Donc je pense qu'il y a tous ces éléments à prendre en compte. Mais j'aimerais être plus concret. Donc je vous dis, si demain vous me demandez de venir, vous me donnerez des éléments d'information et puis je vous dirai comment on peut faire. Vous regarderez sur le site donc, de l'espace éthique. J'observe que le législateur, au niveau de la loi de bioéthique de 2004, a considéré que notre modèle était suffisamment important pour que chaque région se dote d'un espace éthique, qui est un lieu à la fois où les gens, d'une manière très pluridisciplinaire, viennent avec leurs questions. J'ai aussi, nous, on ne fait pas d'éthique clinique, contrairement à d'autres, qui, eux, aident à la décision. Nous, on est le lieu où on sait qu'on peut réfléchir ensemble, prendre le temps, et tout à l'heure, ça a été très très bien dit par Sophie dans son intervention, le temps de l'éthique, c'est un temps, à mon avis, qu'il faut s'approprier et qu'il faut respecter de l'ordre du sacré. Quand vous allez dans un EHPAD aujourd'hui, avec tous les dilemmes auxquels ils sont confrontés, ouverture, fermeture dans le contexte actuel, vous avez des directeurs qui vous disent on n'a pas le temps, on est saturé de tous les côtés. Puis vous avez d'autres qui disent si on ne prend pas ce temps de la pensée, de la parole partagée, de s'ajuster les uns et les autres par rapport à ce qu'on ressent, ce qui nous est essentiel, si on n'élabore pas et si à un moment donné on ne fixe pas à travers tout ce qu'on s'est dit un certain nombre de repères et qu'on les met en pratique aussi. Vous savez, les services qui ont le mieux résisté pendant la période dure, disons de mars à mai dernier, enfin mai 2020,
ces services qui avaient des valeurs très fortes. Ceux qui étaient dans l'incertitude, dans l'approximation, n'ont pas résisté avec tout le turnover. Voilà. Non, je ne vais pas donc vous détailler. La méthode, je pense que je l'ai à certains égards, mais je ne peux pas vous dire par rapport à tout l'esprit, tout ce que vous avez comme culture, comme expérience, expertise, que c'est à partir de ça qu'il faut travailler pour dire quel est le modèle le plus approprié. Donc, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur la question de la mort. Vous allez aussi avoir quelles sont les questions éthiques qui justifient une préoccupation éthique par rapport à des fausses questions. Vous allez perdre du temps. Quelles sont les questions éthiques qui sont les plus fondamentales ou les plus fondatives d'une démarche éthique et qui crédibiliseront votre démarche? En 1995, quand on a créé l'espace éthique de la PHP, donc hôpital hospitalo-universitaire, le premier groupe que j'ai mis en place, c'est avec les chambres mortuaires. Et par rapport à votre affaire, on aurait pu dire on va faire l'assistance médicale à la procréation, on va faire les greffes d'organes. C'est pas qu'on ne l'a pas fait, puisqu'on s'occupe de bioéthique. Le symbole pour nous, c'était, on est en 95, les antiprotéases c'est 97, c'était deux groupes, les chambres mortuaires et puis le sida. On était dans une phase où il y avait quelque chose à ramasser. Aussi avoir des traces. Je pense que la fonction de l'éthique, c'est aussi d'avoir des traces. Regardez ce qu'on fait depuis février 2020 avec notre observatoire éthique et pandémie. Donc, comment aller vers les gens pour qu'ils s'expriment, qu'ils témoignent et qu'on construise ou qu'on construise ensemble un certain nombre de lignes directrices. Chambre mortuaire, vous voyez, première affaire, chambre mortuaire. 2003, il y a eu la canicule. Toute la culture qu'on avait développée a été indispensable par rapport à ce qui s'est passé. On a eu ensuite l'affaire de Saint-Vincent-de-Paul, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est une affaire assez délicate parce qu'on a trouvé tout un ensemble de fœtus dans des états, je passe assez rapidement. Et puis on se retrouve avec la Covid-19 et l'arrêté du 1er avril 2020 sur les body bags et les gens mis nus dans le cercueil, enfin dans le body bag, et avec l'absence de rite. Tout ce qui est fondamental par rapport à ce que vous dites, de rite à la fois de respect, de séparation, enfin tout ce qui se passe d'un point de vue anthropologique est fondamental, avec pour les familles l'impossibilité aussi en amont d'avoir été auprès de l'être cher dans ces dernières instants, enfin toutes ces questions. Et pour moi c'était important parce qu'aujourd'hui on voit que ce qu'on investit dans ce qui paraissait secondaire par rapport aux questions prioritaires de la bioéthique s'est avéré tout à fait capital dans des moments extrêmes comme ceux qu'on a vécus. Tout ça pour dire, sans détailler, qu'il faut hiérarchiser et savoir par quelle porte on rentre dans l'éthique. Est-ce qu'on rentre dans l'éthique par les grandes questions ou par les petites questions? Est-ce qu'on rentre dans l'éthique, je vous prends un exemple très, très trivial, comment on accueille une personne dans un service, comment on accueille une famille, l'hospitalité par exemple, est-ce qu'on prend comme thématique l'hospitalité ou des grands mots, j'allais dire la dignité, le respect, qui nous portent très très loin dans des considérations qui peuvent être aussi très philosophiques et finalement très distantes de la réalité. Donc pour répondre après toutes ces dérives à la question que vous posez, je ne pense pas qu'il y ait une éthique en soi, je crois qu'il y a une manière d'incarner ses responsabilités et de partager un sens de nos obligations réciproques. Pour moi c'est ça la démarche. On n'est pas dans le jugement. Vous voyez, quand on évoquait la notion de justice qui est fondamentale pour vous, il y a aussi dans l'éthique l'élégance de la justesse. Comment être dans la justesse à un moment donné? C'est-à-dire comment, dans une situation donnée, savoir qu'est-ce qu'on mobilise dans cette situation pour être dans l'attitude la plus recevable et qui sera peut-être différente un peu plus tard parce que le contexte sera différent et l'attente sera différente. Être dans la capacité d'assumer cette responsabilité courageuse, de prendre le risque de l'instant présent. Et dans la nudité d'une rencontre, si vous voulez, on est assez vulnérable, je veux dire, on est assez impuissant. Comment arriver à juger, d'une certaine manière, la position, le positionnement qui permettra à la situation d'être vécue, je veux dire, le plus humainement possible. Et je termine pour dire que pour moi, parce que probablement, comme juif, ma démarche, c'est aussi une démarche pas identitaire, mais qui rentre dans ma culture. Avec la Shoah, c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué une famille. Donc, on a cette notion de qu'est-ce qu'est l'humain et à partir de quel moment on verse dans la barbarie. Et vous voyez, ce qui me frappe dans ce que je pressens de ce que vous vivez, c'est aussi cette frontière délicate entre être du côté du humain, défendre l'humain, défendre l'humanité, défendre un devenir de ce à quoi nous sommes attachés, et être au bord, parce que les gens, les médecins du monde, sont au bord aussi de la barbarie. Ils en sont quelquefois même les victimes. Donc comment trouver le juste équilibre et à quoi se référer
quand on est dans la solitude d'une décision, et d'une décision, j'allais dire, dont personne ne saura exactement comment elle a été prise, et même si elle a été prise. Une décision que beaucoup de personnes n'auront même pas envie d'assumer, ont envie plutôt de fuir. Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie d'assumer cette décision ? De la même manière que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte hospitalier, des professionnels, dans un contexte d'impuissance par rapport à toutes les faiblesses et fragilités qu'on rajoute, parce qu'effectivement les hôpitaux sont divisés, qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore là, qu'ils sont encore présents, qu'ils sont encore incapables d'assumer ? Voilà. Alors je ne vais pas vous faire dans le lyrisme, mais moi c'est tous ces éléments, si vous voulez, de repère. Il faut me dire comment on construit une démarche éthique qui est provisoire, qui est toujours très, très fragile d'une certaine manière. Et pour moi, et c'est le message au président que vous êtes, c'est il faut que vous soyez en tant que président garant de valeurs partagées. Toutes n'ont pas besoin d'être explicites et toutes ne révèlent pas des arbitrages d'un comité d'éthique. Et je termine pour dire que quand on a créé un espace éthique, on a créé un espace. À l'époque, il y avait des comités d'éthique, avant même les CPP, avant les CCPBRB, enfin tout ce qui s'est construit. Et pour nous, ce qui était important, c'était de marquer sur un territoire une préoccupation, une attention et une intention éthique. Voilà. Et je termine en disant, donc, quand vous voulez qu'on en discute, on viendra éventuellement. Vous avez des interlocuteurs qui sont gourmands de l'opportunité de pouvoir discuter avec vous. Allez-y, ajoutez. Non, juste parce que du coup, pour répondre à vos questions très pratiques, je réfléchissais aussi à ce qui avait été mis en place dans les différents hôpitaux, par exemple de l'AP, pour vous donner des exemples. Mais du coup, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Moi, c'est les questions sur les retours d'expérience à reprendre et à rediscuter, c'est super important. Il y a des choses qu'on a fait, nous aussi, à partir du cinéma, des cinétiques. Bon, évidemment, forcément, en entendant tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je repensais à ce film du Constant Gardner, mais je trouve que c'est intéressant, en fait. C'est une occasion un peu, des fois, distanciée de reparler de sujets très profonds, etc., et que d'organiser des débats comme ça, c'est important. Enfin, ça, c'est parce que, voilà, c'est sur les choses qui ont été mises en place. Sur la littérature aussi, il y a eu des groupes qui sont mis en place. Enfin, c'est très différent, nous, dans nos hôpitaux, et justement, on s'est dit que c'était intéressant qu'il y ait un partage d'expériences qui nourrissent, en fait, que chacun s'inspire de ce que les uns et les autres font, et que ça, c'était intéressant. Il y a des journées, comme vous les organisez aujourd'hui, en fait, moi, je trouve ça hyper important, et oui, il faut croiser, oui, vous me posiez la question, je pense que c'est important qu'il y ait des gens, effectivement, extérieurs, que ça puisse être alimenté, soit par des gens qui sont d'horizons différents. Et c'est cette espèce de... je trouve que cette distance, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant, la distance qu'on peut avoir selon nos disciplines et la façon, les regards différents qu'on peut avoir sur une même question, c'est quand même l'occasion de pouvoir aborder les choses. Et ça construit une culture commune. C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est très pratique. Hein. Et en fait, il faut la construire. Moi, je trouve que c'est super important d'arriver à la construire. C'est pas facile, mais on peut utiliser tous ces outils-là. Moi, c'est aussi... c'est vrai, l'espace éthique, il y avait des conférences, c'était des fois très loin de philosophie morale ou politique par rapport à ce que moi je faisais tous les jours au quotidien à l'hôpital comme soignant. Et pour autant, ça m'interrogeait sur ce que je pouvais faire. J'ai lu aussi, il y a eu des choses passionnantes sur ce qui s'est passé, par exemple, dans certaines catastrophes, la façon dont les choses ont été pensées, la catastrophe Katrina à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu toute une discussion, et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, notamment au CCNE, puis moi pas que, mais sur la question de la priorisation du triage des malades, c'est des questions éthiques majeures, ça, auxquelles on est confronté, et on y est confronté, vous y êtes confronté beaucoup dans l'humanitaire. C'est pour ça que je disais que si, pour moi, la question éthique, elle est au cœur de l'humanitaire. C'est pas de juger si les comportements le sont ou le sont pas, mais vous êtes en plein dans ce qui... il y a des dilemmes éthiques majeurs qu'on a vus toute la journée. Donc, je pense que tout cela, le fait de pouvoir continuer à les discuter à travers des outils différents, ça aide énormément, moi, je trouve, à construire quelque chose. Et ça peut se faire, effectivement, ça peut être animé par un comité d'éthique ou autre. Peu importe, on n'a aucune légitimité là pour dire ça. Mais... en fait, à un médecin du monde vient régulièrement, de façon récurrente, la question de la désobéissance civile. Et vous avez parlé de la transgression tout à l'heure. Alors, je voudrais donner la parole à Joël, parce que... je pense qu'il est directeur, donc la question de la transgression de la désobéissance civile en tant que directeur est une responsabilité justement éthique très importante. Et je sais que tu as quelques exemples que un médecin du monde vous devez mettre au travail actuellement, qui sont des exemples d'actualité, où on pourrait dire les choses comme ça, la banalisation du mal est en train de devenir procédurale, quoi.
Merci Christian. Déjà, parce que je ne sais pas si j'aurai de nouveau la parole, elle le prend pas mal, je voulais remercier d'avoir été invité et dire, parce qu'il y a quand même pas mal de médecins du monde ici, à quel point je suis aussi fier qu'on organise cette 7e journée scientifique. Je parle de fierté, ce n'est pas pour moi, mais par rapport à l'association Médecins du Monde, mais aussi la fondation. Je vois que la présidente est là. Et voilà. Juste avant de répondre à ta question, parce que je bouillonne de rebondir sur 2-3 choses, et vous me le pardonnerez, je suis d'accord avec vous, c'est que, sur le fait que humanitaire et éthique, ça ne matche pas forcément. Je me méfie un peu des mots comme humanitaire, il y a tellement d'acteurs. Moi, en tout cas, mon propos, il est sur les ONG. Vous demandiez quel est le statut. On est une association, mais c'est quand même super important. On est une association de type organisation non gouvernementale. Et je pense que c'est là où, pour moi, qui suis plutôt quelqu'un de terrain, même si aujourd'hui je suis directeur, l'éthique concrètement sur le terrain et dans notre activité, elle vient complètement percuter ce qu'on est fondamentalement. C'est-à-dire nos valeurs, notre propre existence, notre mandat, notre impact. Enfin, c'est un sujet qui est sur la recherche. On a beaucoup parlé de la recherche aujourd'hui. Vous parliez de dilemme éthique. Moi, je crois que les équipes sur le terrain, les dilemmes éthiques, c'est tous les jours. Sur les pays, on va dire, de l'humanitaire, au sens un peu anglo-saxon, on va dire, sur les pays d'urgence, il y a un paquet d'endroits où les équipes doivent se demander, vous parliez de la barbarie, avec qui on travaille et pour qui on travaille. Et ça c'est un exemple concret, mais qui est plutôt sur le terrain, et j'en donnerai un qui est plus large et plus macro, mais sur la Syrie, sur le Yémen, enfin je ne vais pas citer trop de pays, mais on négocie les accès humanitaires avec des gens qui sont responsables de la situation humanitaire. Et parfois, on négocie le financement de notre réponse humanitaire avec des gens qui... Enfin, le financement est fait aussi par des acteurs humanitaires. C'est là où la charte éthique, elle est très très large. Un médecin du monde, par exemple, et ce n'est pas toujours vrai pour tout le monde, et je ne suis pas là pour critiquer les autres, on ne prend pas de financement de parties au conflit. On ne va pas prendre de financement saoudien au Yémen, pour parler clairement. On ne va pas prendre de financement français dans un pays où l'armée française est déployée. Mais ces enjeux-là, les équipes, ils les ont tous les jours. Les accès, parfois, changent d'un jour à l'autre parce que c'est un groupe différent qui prend l'accès, le checkpoint. Et comme vous le disiez, il y a des décisions à prendre tous les jours là-dessus. Après, il y a quand même, on est confronté dans le système humanitaire, dans l'architecture humanitaire aujourd'hui, et en particulier pour les ONG, et ça, c'est des enjeux dont on va débattre très rapidement à Médecins du Monde, on est dessus, mais il y a toutes les politiques contre-terroristes qui s'appliquent à nous aujourd'hui, comme n'importe quelle autre structure, comme les banques qui ont eu droit il y a quelques années, les entreprises comme Carrefour. La France est plutôt en plus en tête là-dessus, en termes de, je trouve, de non-éthique. On a tous cédé plus ou moins il y a quelques années sur ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire de voir, on a eu le screening de nos staffs, de nos équipes, puis le screening de nos fournisseurs, le screening de nos partenaires. Voilà, je vais expliquer c'est le criblage en français, mais ça ne va pas être forcément plus clair. C'est de regarder si nos partenaires, en termes d'éthique, Médecins du Monde n'est pas pour le terrorisme. On est contre le terrorisme, on est d'accord sur le contre-terrorisme. Ça devient compliqué quand vos bailleurs exigent de voir la finalité de leur financement, d'être sûr qu'un financement de l'Agence française de développement, s'il y a quelqu'un dans la salle de l'AFD, je le salue, l'Agence française de développement ne va pas être amenée à financer une structure qui pourrait être considérée sur une liste, les listes sont publiques, sur une liste comme une organisation potentiellement terroriste. On a globalement le secteur humanitaire a cédé là-dessus. Donc ça a commencé avec les fournisseurs, puis les partenaires, puis nos propres équipes. Et là, en ce moment, le milieu est un peu en fusion, je ne sais pas comment le dire. On est en train de nous imposer le screening, donc le criblage des bénéficiaires. C'est-à-dire pour une organisation comme Médecins du Monde, on est en train de nous demander de choisir entre nos patients. C'est-à-dire l'idée même qu'il y aurait des bons patients et des mauvais patients. Alors c'est beaucoup plus fin que ça. C'est la monétarisation de l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a des négociations actuellement avec Matignon, qui j'espère seront arbitrées demain, mais qui ne vont pas dans le bon sens pour être tout à fait clair. Mais par exemple, pour des organisations qui donnent de la nourriture, qui donnent des chaises roulantes ou qui font un don, ils calculent la monétarisation de ce don. C'est-à-dire qu'une chaise roulante, ça peut valoir $50, on va dire une bêtise.
Et il y a des seuils qui sont en train d'être fixés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'aide humanitaire est monétisable, on doit screener les bénéficiaires. Et là, on n'est pas dans le fantasme complet. C'est les réalités actuelles du milieu. Et c'est là où je disais, il y a humanitaire. Médecins du Monde, et je ne suis pas là pour glorifier Médecins du Monde, on est indépendant, on ne vit pas que de l'argent des bailleurs de fonds, mais c'est tout le secteur des ONG qui est en tension là-dessus, et je trouve que ça touche vraiment le cœur de ce qu'on est. Au-delà d'accepter ou de ne pas accepter le financement, il y a le côté de devenir des implementing partners. Enfin, je reviens à ONG, des organisations non gouvernementales, pas financées par l'État, choisir où on veut aller, avec qui on veut travailler, pour qui on veut travailler. Une organisation comme la nôtre va rarement quelque part sans un partenaire. C'est-à-dire qu'on ne décide pas, nous, un matin à Paris, de se dire « Tiens, ça serait super qu'on fasse un projet en Ouganda ». Je crois qu'il y avait la DESCO Ouganda là, mais c'est un partenaire qu'on connaît, on a 40 ans, avec qui on essaye de monter un projet. Donc voilà, pour donner des exemples concrets, alors qui ne sont pas complètement sur l'éthique de la recherche, qui ne le sont pas, mais qui sont, et c'est des débats en interne. Pour l'instant, Médecins du Monde, pour être très clair, qu'il n'y ait pas de malentendu, on est plutôt sur une ligne très dure, on ne négocie même pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait nous imposer aujourd'hui qu'on doit cribler, screener nos bénéficiaires, on ne discute pas. Le secteur, dans sa grande globalité, est plutôt à regarder si ça va s'appliquer ou pas s'appliquer. C'est-à-dire que je pense que les règles qui vont être appliquées par les agences de coopération françaises, là, qui ont commencé à être appliquées, s'appliqueront peu à Médecins du Monde. Mais c'est un vrai sujet éthique. Parce que commencer à accepter des contrats dans lesquels on accepterait qu'il y ait potentiellement du criblage de bénéficiaires, tout en sachant, nous on distribue du paracétamol, avant qu'on arrive à $50, etc., tout en sachant que ça ne s'appliquerait pas à nous, enfin, je trouve qu'il y a un sujet. Donc, la présidente de Médecins du Monde, je crois, est dans la salle, c'est des sujets qu'on a à l'ordre du jour dans les discussions entre nous bientôt, mais voilà, je ne sais pas si ça éclaire un peu par rapport à ta question sur comment on est confronté à la fois au niveau de terrain, au quotidien, je dirais, sur l'accès humanitaire, et puis au niveau plus macro, comment le secteur est en train d'être challengé. Encore une fois, je parle du milieu des ONG et pas des grandes coopérations ou des agences UN, parce que là, pour le coup, j'en ai fait mon deuil. Je veux réagir de suite à ce que vous dites qui est fondamental, c'est quels sont nos essentiels, et là, on doit résister. Et pour moi, voilà, dans l'engagement éthique, c'est identifier ce que sont nos essentiels. C'est pour ça que je disais, sans vouloir développer, donc ça vous a paru peut-être un peu rapide, l'histoire du fondamental pour nous, qui était le soin jusqu'au bout, c'est-à-dire le respect du défunt, le respect de sa famille, et cette reliance, en quelque sorte, après, malheureusement, ce qui peut être un échec thérapeutique, veut dire on a une responsabilité, y compris après la vie de la personne et comment elle s'exprime. Je trouve fondamentales ces questions, parce qu'à l'université, on a aussi, entre la recherche académique et j'ai dit à des financements privés, avec toutes les dérives qu'on constate. La vraie question, c'est qu'on est dans un monde où il faut pactiser d'une certaine manière, c'est-à-dire on est constamment à regarder jusqu'où on va trop loin d'une certaine façon. Voilà. Et c'est là où on a besoin de grands principes, d'ailleurs qui peuvent évoluer dans leurs interprétations, parce que finalement, on est toujours aussi dans l'interprétation, c'est dans le commentaire. Et ensuite, c'est là où on est confronté à des dilemmes. Et je termine parce que si demain, je sais qu'on est confronté à des dilemmes dans la décision médicale, pour prendre un exemple, ou même on aurait pu l'aborder dans les protocoles de recherche, qu'est-ce qu'on priorise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va financer par rapport, qu'est-ce qui semble justifié par rapport à quel type d'intérêt, on ne va pas détailler. Mais vous voyez, voilà une question éthique difficilement abordable et qui pourtant doit être abordée d'une manière, j'allais dire, intelligible. Vous avez des gens qui peuvent être sauvés si vous écornez un peu vos principes. Voilà. Et en matière d'éthique, on dit toujours il faut à la fois avoir la finalité et puis la conséquence. C'est-à-dire à quoi ça vous engage au-delà de cette décision. Et quand on est dans la théorie, c'est bien, mais le représentant de Médecins du Monde qui est confronté immédiatement à une situation urgente, d'où la question, à mon avis, qu'on aurait pu aborder, c'est comment on anticipe en matière d'éthique. C'est-à-dire, alors ça revient au côté un peu pragmatique que vous dites, c'est-à-dire comment on anticipe des scénarios, comment on anticipe le pire. Pour prendre un exemple, si vous regardez les travaux de l'espace éthique, entre 2007 et 2009, on a travaillé sur le H1N1 avec tous les partenaires et jusqu'à la mort massive.
Donc on a tout travaillé. Le triage, toutes ces questions. On se retrouve avec la Covid-19, on a des documents, on a même plusieurs ouvrages de référence dans ce domaine. On peut dire on a anticipé. Mais une fois qu'on dit on a anticipé, comment ce qu'on a anticipé est juste par rapport à la décision politique dans un contexte compliqué, dont on voit qu'il se complexifie à mesure qu'on se rapproche par exemple de l'élection. Donc comment on contextualise? Et pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est à quelle légitimité quelquefois se référer pour l'arbitrage. Et oui, on a abordé tout à l'heure, vous avez parlé de ces gens qui peuvent faire de la médiation, la question du tiers par exemple. Voilà, tous ces éléments, c'est à mettre dans la boîte à outils de votre réflexion. C'est-à-dire, comment arriver à dire, ça je serais intéressé que notre colloque que vous êtes, dit, comment on peut prendre une position, j'allais dire, entre guillemets, neutre, lorsqu'on est face à des situations qui, par nature, ne peuvent pas être compatibles avec une neutralité. Donc, comment, c'est ça que je regarde d'un point de vue pragmatique, et ça renvoie à votre affaire. C'est bien de faire la théorie, c'est-à-dire de se nourrir d'un certain nombre de systèmes de référence, d'être riche, comme on essaie de le faire à travers des formations universitaires. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ne s'adresse, nous, qu'à des professionnels. On n'a pas l'étudiant de la Sorbonne avec les petits boutons à 18 ans. On a affaire à des gens qui sont sur le front de décisions difficiles, y compris d'ailleurs, et ça m'a beaucoup frappé, quand il y a eu, nous on est à Saint-Louis, d'accord ? Quand il y a eu les Don Quichotte, qui se sont installés à côté de Saint-Louis, ils avaient dû avoir l'intuition qu'il y avait l'espace éthique. On a été réquisitionné par la préfecture et j'ai découvert ce que je ne connaissais pas, le monde de la maraude, le monde des solidarités. Et au quotidien, on avait les rencontres qui avaient lieu à l'espace éthique et on a travaillé avec les grandes associations pour créer une charte éthique et maraude, qui est un texte pour moi de référence. Mais ce dont je me suis rendu compte comme observateur, c'est qu'il y avait des cultures autour du mot humanitaire. Et vous êtes très... Chacun aussi se construit. Et aussi dans des stratégies. Enfin, je veux dire, il y a des stratégies, il y a des rivalités, il faut trouver des fonds. Enfin, je veux dire, il y a des logiques, y compris avec des lectures très différentes. Les anglo-saxons, par exemple, la culture éthique anglo-saxonne, c'est spécifique. Tous ces éléments, tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas de systématisme, mais que l'objectif, c'était à un moment donné capable de décider, et je dirais mieux, de survivre à une décision. Et vous voyez, je donne juste un exemple d'éthique pragmatique. Moi, j'ai vu des décisions dans des services hospitaliers qui étaient prises au nom de l'intérêt de la survie de l'équipe, pas de la personne. C'est-à-dire, on était dans une situation où il était évident que si on prenait la décision, entre guillemets, préférable pour la personne, l'équipe, en tous les cas, ce qu'on pensait, s'effondrait. Ça vous paraît un paradoxe, c'est une réalité à prendre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de l'éthique du care. Maintenant, l'éthique du care, c'est quelque chose de contemporain et c'est une philosophie intéressante. Mais dans les termes de l'éthique classique, biomédicale, c'était la bienfaisance ou la non-malfaisance, la bienveillance. Vous voyez, et ça m'interroge aussi. Interrogeons pourquoi maintenant on parle d'éthique du care, là où il y avait d'autres concepts qui avaient peut-être une autre signification et qui étaient peut-être moins connotés d'une certaine façon. Voilà, tout ça pour dire que là, vous avez posé la question fondamentale de la personne qui doit décider, qui n'a pas le choix, c'est-à-dire qui doit trancher à un moment donné et qui doit assumer les conséquences de ses choix, à la fois dans l'immédiat vis-à-vis de la personne dont l'existence dépend de cette décision, mais il y a d'autres personnes qui peut-être ne pourront pas être sauvées parce qu'on aura pris la mauvaise décision à un moment donné. C'est ça que c'est une responsabilité éthique. Oui. Juste en deux mots, justement, sur les exemples que je donne, je trouve que l'éthique est très claire sur ce qu'il faut faire. Et après, on est confronté à une réalité qui est jusqu'où on renonce à bien faire, entre guillemets, si je peux me permettre. C'est pour ça que je disais au début de mon intervention, on a déjà renoncé. Pas sur les bénéficiaires, mais on a renoncé sur les partenaires, sur le choix des partenaires, etc. Alors maintenant, c'est facile avec le temps de dire on n'aurait déjà pas dû mettre un doigt là-dedans. Et je trouve que sur ce qu'on devrait faire, on devrait refuser tout ça. À quel prix ? À fermer une clinique, un hôpital et 10 000 personnes qui bénéficient de soins. Et il est là le dilemme, en fait. On va peut-être donner la parole à ceux qui veulent la prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent de la salle ?
biais de recrutement, le fait, la première et deuxième personne qui posera une question, elle aura le droit à notre tome 1 du traité de bioéthique. Il fait 850 pages, il est bon aussi pour les tables. Donc voilà, c'est pas un biais de recrutement, mais c'est une incitation qui peut présenter un intérêt moral. C'est juste pour avoir le cale-pied de la table, évidemment. J'ai une question sur l'avis du CCNE sur les soins des migrants, que je n'ai pas encore lu, que je lirai ce soir en rentrant. Avant de le lire, je vois déjà la question que je vais avoir à la fin. C'est sur, comment tourner ça, l'opérationnalisation de cet avis. Je ne sais pas sous quelle forme exactement il prend. J'ai ma petite idée sur un avis du CCNE. Mais est-ce que l'un d'entre vous, n'importe, aurait une idée de comment rendre ça opérationnel, tout simplement, pratique? Alors, les avis du CCNE sont souvent assez longs. Ils sont en général entre 30 et 50, enfin une bonne trentaine de pages, on va dire que ça ne marche pas. Donc il y a souvent il y a un constat qui est fait, il y a quelque chose qui est quand même très documenté à chaque fois, donc ça on passe du temps, c'est basé sur des auditions, c'est juste pour dire qu'il y a une grande partie qui décrit aussi la situation et la difficulté d'accès aux soins. Et ensuite il y a des propositions, ce qui n'est pas toujours le cas du CCNE. L'idée c'est quand même de voir quelles questions éthiques sont posées par la question de l'accès aux soins, parce que là c'était la question de l'accès aux soins pour les migrants. Et ensuite il y a des propositions qui peuvent être faites, qui peuvent être émises. Ce qui est le cas, par exemple, dans cet avis qui était quand même assez fort, qui a été porté en plus par des rapporteurs à l'époque qui pouvaient être influents. Et ensuite, c'est la question de la volonté politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Comme vous disiez, on est tous d'accord sur les valeurs et sur le soin, etc. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise ? Et ça, c'est vraiment, au niveau des décisions politiques et des moyens qu'on veut donner, parce qu'il y avait des propositions sur les questions de centres de santé accessibles, etc., de réserver, de mieux organiser, de la difficulté du pass dans les hôpitaux, etc., qui n'est pas suffisamment opérationnel. Donc, il y avait des choses qui avaient été... Donc, il y a eu des... c'était des enquêtes, il y a eu des auditions de personnes qui avaient fait des enquêtes, etc. Donc il y a des données, on sait ce qui est... on était parti de constats de choses qui étaient réelles, avec des propositions, et ensuite... qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Mais on peut, encore, nous non plus, nous on est indépendants aussi de l'État, on n'est pas une ONG, mais en tout cas c'est non gouvernemental aussi. Donc on est en tout cas une institution dite indépendante. Donc ensuite, c'est la question, c'est comment est-ce que le politique, parce que là c'est ça, se saisit de ça et met les moyens et considère que c'est une priorité. Quelles sont les priorités ? C'est ce que tu dis, en disant que soyez conscients que vous êtes aussi des innovateurs en matière d'éthique. Et d'abord, cet avis il est intéressant parce qu'on pourrait penser que le Comité consultatif national d'éthique n'a pas à s'intéresser à ces questions. Mais on est maintenant dans une culture de la santé toutes ces dimensions que vous portez au niveau de l'universalité des questions de santé, je dirais probablement depuis votre création. Mais j'aimerais rendre hommage à une personnalité, une figure importante de l'histoire de l'humanitaire, c'est Jacques Lebas. Quand Jacques Lebas, en 1995, impose à l'assistance publique la consultation Baudelaire, rappelez-vous, tout le monde disait, mais alors que la tradition de l'hôpital, c'était être ouvert effectivement à l'autre, y compris dans sa vulnérabilité, tout le monde dit, mais c'est inconciliable avec la médecine biomédicale, c'est pas le rôle de l'hôpital. C'était à Saint-Antoine, rappelez-vous, la conciliation Baudelaire. Et je pense que l'humanitaire, et ça a été aussi dans les années SIDA, a porté, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, non pas des provocations, mais des valeurs extrêmement fortes d'inventivité, de transformation. Et je pense que vous devez être aussi fidèle à cette tradition. Alors quand je dis c'est de la transgression, oui, c'est quelquefois disruptif.
votre force, c'est d'être au plus près du terrain avec une analyse d'où, et ça revient avec la question de la recherche, d'avoir des instruments certains dans le diagnostic, c'est-à-dire qu'ils soient pertinents, et dans un diagnostic qui se permettent aussi, non pas uniquement de diagnostiquer le présent, mais d'anticiper en termes de proposition, puisque vous êtes force de proposition aussi. Donc je dirais que dans la dimension éthique, pour moi, de Médecins du Monde, par exemple, cette responsabilité à la fois du diagnostic, et c'est toute la question du plaidoyer, d'une certaine façon, toute la philosophie du plaidoyer, qu'on voit aussi chez Aide, enfin des associations qui comprennent, qui doivent non seulement défendre, mais pour défendre, il faut qu'ils comprennent, et qu'ils comprennent quelquefois ce que... Alors je ne veux pas être critique vis-à-vis de l'académie, mais ce qu'une approche académique peut-être ne peut pas au départ, j'allais dire, identifier ou travailler sans se doter d'instruments qui, dans un premier temps, ne sont pas aussi robustes au niveau de leur capacité et de leur production, voilà, que ce que seraient des instruments qui ont été élaborés dans des recherches, j'allais dire, plus conventionnelles. Il y a aussi, à mon avis, et je termine sur ce point, à être innovant, j'allais dire, dans les méthodologies de la recherche. Dans ma question, et je reviens sur ce que vous disiez qui était précieux, me semble-t-il, à beaucoup de niveaux, mais quand on a, avec Michel Kazatine, mis en place la charte d'éthique de la recherche, il n'y avait donc aucun protocole ne serait recevable et financé par la NRS si les prérequis éthiques n'étaient pas, d'une certaine manière, remplis, c'est-à-dire honorés. Et il ne s'agissait pas uniquement de remplir une case, c'est d'expliquer est-ce que vous avez pris en compte la confidentialité dans ce village, de quelle manière, est-ce que vous êtes adressé à un leader, c'était communautaire, de quelle manière, puisque pour le consentement, tous ces éléments étaient abordés. Et je me rappelle qu'au tout début, une des premières rencontres, les gens disent « Mais vous, on a suffisamment de difficultés sur le terrain. Si vous rajoutez, c'est ce que vous avez évoqué, la difficulté de tous ces prérequis éthiques, on ne pourra plus faire de la recherche. C'est-à-dire on a besoin aussi de pouvoir se consacrer véritablement à notre engagement. » Et on a réussi à démontrer que la recherche pourrait être soutenable, notamment pour éviter tous les risques de dérive, tout aussi les questions autour des gens qui, à un moment donné, sont perdus de vue. Enfin, pour qu'il y ait recherche, il faut qu'il y ait une relation qui se construit dans une réciprocité d'engagement. Et que si on ne comprend pas que cette partie de réflexion éthique, c'est jusqu'où je m'engage, à quelles conditions je m'engage, quelles sont mes responsabilités, mais aussi quelles sont les responsabilités que je partage avec d'autres, parce que tout ce que vous allez dire sur le consentement est fondamental. Hein. Ce n'est pas un acte notarié, non. Vous dites c'est co-construit, je vous entendais encore tout à l'heure quand vous dites il y a un consentement, c'est dans une progressivité, dans une alliance qui se construit et qui à un moment donné peut être effectivement attesté d'un point de vue un peu formel, mais ce n'est pas le formalisme qui est intéressant. Dans l'assentiment, c'est la même chose. C'est essayer de permettre à la personne d'exprimer ses préférences, ce qu'elle est, pour qu'elle puisse adhérer à quelque chose qui correspond à ce qu'elle est capable de supporter aussi, parce qu'il y a aussi toutes les contraintes, toutes les lourdeurs, donc avec les questions de justice. Donc tout ça pour vous dire que vous devriez aussi, dans votre réflexion sur l'éthique, dire comment vous êtes producteur aussi, y compris dans les normes de la recherche internationale. Et encore une fois, si on faisait l'histoire de la déclaration d'Helsinki, notamment il y a la prochaine version qui va sortir, mais la dernière version, vous avez abordé des points qui sont des conquêtes aussi que j'ai vues dans les années SIDA, le devoir de restitution. C'est-à-dire les gens qui ont été associés, l'obligation, et c'était dans la charte d'éthique de la recherche de la NRS, de mettre à disposition la molécule. C'est les personnes qui ont participé à un essai, donc ça a engagé aussi l'industriel. C'est des conquêtes importantes. L'histoire de l'information, ce n'était pas uniquement l'information en soi, c'est en respectant aussi la personne dans sa capacité d'intégrer et de vivre avec cette information qui peut être très traumatisante. Et tout à l'heure, quand tu disais, Sophie, effectivement, c'est bien de faire des recherches sur l'exposition d'une personne au cancer, quel type de prévention elle aura, comment on tiendra compte culturellement de l'environnement dans lequel elle évolue, en quoi effectivement il y aura ou pas stigmatisation et surtout en quoi il y aura accès à un suivi, y compris après l'intervention. Donc tous ces éléments, et je termine sur ce point de réalité, c'est vous qui les connaissez par votre expertise des systèmes de santé, leur capacité. Donc il faut trouver aussi la justification, et je terminerai sur la citation d'un philosophe qui dit « Être responsable, c'est tenir ses promesses ». Et pour moi, l'engagement éthique, c'est quel type de promesses je peux tenir. Et je ne suis pas obligé de tenir toutes les promesses. Il y en a certaines que je peux tenir dans un contexte. Et est-ce que mon institution, mon cadre, me permettra d'être à la hauteur de ces engagements? C'est un petit peu ça que je dirais dans les réponses par rapport aux questions d'éthique. Il y a une question, je crois. Oui, j'ai vu une question.
Merci pour tout ça. Oui, quelque part, j'ai envie de rebondir par rapport à ce qui a été dit par rapport, quand on évoquait le screen et le criblage des bénéficiaires. On l'oppose toujours finalement à un certain pragmatisme. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir répondre aux besoins des personnes ? Et si on pose le problème comme ça, du coup, on perd nos lignes éthiques. C'est-à-dire que les lignes éthiques, c'est des prérequis, comme vous l'avez dit. Et quelque part, ça a un lien avec les lignes rouges et avec une radicalité qui doit être forcément constitutive. Mais dans le sens radicalité qui vient de racines. Où sont nos racines ? Où sont nos lignes rouges ? Et quelque part, parce qu'effectivement, est-ce qu'on est prêt à screener nos bénéficiaires ? Mais est-ce qu'on peut aller en CRA ? Est-ce qu'on peut aller dans les hotspots? Il y a un moment où on doit pouvoir se poser ces questions au quotidien. En tous les cas, quand on est acteur de l'humanitaire ou quand on est acteur du soin, c'est vrai que c'est des questions tous les jours qui se posent à nous. Alors, moi, j'avais demandé la parole parce que Monsieur Le Marcy, j'ai adoré toutes vos interventions qui étaient extrêmement pertinentes et brillantes. Vous avez dit quelque chose qui nous a fait un peu sursauter dans la salle tout à l'heure, et c'était pour que vous puissiez préciser. Vous avez utilisé la formule « jouer les sauvages ». Et vu qu'on parle d'éthique et de la façon dont on est dans notre rapport à l'autre, j'aurais souhaité que vous précisiez cette formule qui en soit... Pour des personnes en brousse au Libéria, on a été plusieurs à réagir. Vous l'avez peut-être pas ressenti de l'estrade, mais j'avais besoin que ce soit précisé. On parle d'éthique, donc. D'accord. Quand je dis jouer les sauvages, j'ai en tête, c'est de l'autodérision, et je pense à l'image classique du sauvage qui cache sa télévision quand l'anthropologue entre dans sa case. Donc je peux appeler ça une private joke. En fait, c'est simple. C'est le sauvage du médecin, c'est son soignant, c'est son patient. Le sauvage de l'anthropologue, c'est l'autre. Mais on est tous le sauvage de quelqu'un, et il n'y a pas de. C'est juste, ça n'est que ça. Voilà. Donc j'assume cette expression qui est une expression qui renvoie vraiment à une image d'Épinal classique de l'anthropologue, qui est en fait dans une autodérision, quoi. Si vous permettez, j'aimerais réagir sur une chose. C'est très frappant ce que vous avez dit sur l'impuissance du comité d'éthique. J'étais il y a 3 jours avec la présidente du comité d'éthique de Guinée, avec laquelle je fais un travail sur son expérience de comité d'éthique. Et elle m'expliquait, désolé, son impuissance face, par exemple, à la dernière épidémie d'Ebola. Les protocoles soumis pour utiliser le vaccin qui n'a pas d'AMM, le protocole soumis par l'OMS était exactement mot pour mot le même que 2015. Les formulaires de consentement distribués sur le terrain, dont j'ai été moi-même récipiendaire, parce que j'étais un sauvage de l'OMS, puisque j'ai été vacciné contre Ebola pendant l'épidémie, c'était un Google Translate de la version anglaise qui était illisible, incompréhensible. L'UNICEF, la cellule d'analyse sociale qui a mené une enquête à laquelle j'ai participé sur l'expérience de l'épidémie. Tous ces types d'enquêtes se font sans soumission au comité d'éthique, et la présidente du comité d'éthique ne peut que reconnaître son impuissance à avoir un commentaire, et ni même une action. Et pour terminer sur cette impuissance, l'essai Gamevac Combi, qui est l'essai vaccinal russe mené en Guinée, avait été refusé par le comité d'éthique guinéen. Et c'est Poutine qui a appelé Alpha Condé à l'époque et qui a imposé la réalisation de ces enquêtes. Donc, toute éthique est politique, et je trouve que est politique dans ses multiples dimensions. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ici, à Médecins du Monde, comme institution, vous avez ce souci éthique, et vous avez la possibilité de le réfléchir
et de le mettre en œuvre sans... C'est pas une obligation, c'est pas une procédure, c'est pas la case par laquelle il faut passer en Guinée pour pouvoir faire une enquête. Et je trouve que cette force-là, c'est de diffuser cette inquiétude éthique dans l'institution et de la porter sur le terrain, ce qui est très différent de l'expérience d'un comité d'éthique qui, et c'est amusant parce que quand vous disiez ça, moi, il y a 3 jours, j'écoutais le professeur Oumou Younoussaba, qui est la présidente du comité d'éthique, et je disais, mais elle doit se dire qu'en France, le comité d'éthique, quand il fait un avis, tout le monde se met au garde à vous, mais en fait, non, et c'est assez terrifiant. Mais en fait, la place du comité d'éthique, ça n'est pas justement la place du politique. Donc après, c'est vrai que je l'ai dit avec un peu de... Parce qu'on peut être déçu de ça, mais en fait, le but, c'est de pouvoir donner des arguments éthiques sur une situation qui pose des problèmes éthiques. C'est vraiment de formuler les arguments, donc c'est vraiment ça, hein, l'objectif de ces avis, pour pouvoir éclairer le politique. Ensuite, c'est comme vous, après, on a nos limites, c'est-à-dire que non, on n'est pas du tout décisionnaire de quoi que ce soit. C'est juste un éclairage, c'est rien du tout d'autre. Et d'ailleurs, ça s'appelle le comité consultatif. Il n'est pas du tout décisionnaire. C'est comme ça. C'est vrai que par moment, c'est probablement ce qui est ressorti dans ce que je disais, donc avec une certaine frustration, parce que si jamais je suis regardée par mon président du comité d'éthique, il va se dire que... Mais non, je pense que c'est intéressant parce que ça nous oblige à creuser les arguments éthiques, etc. Donc ils sont là. Et ensuite, effectivement, c'est aux politiques, c'est aux parlementaires parfois de pouvoir s'en emparer. Là, on travaille comme ça aussi beaucoup. Maintenant, c'est pour éclairer la décision, mais rien de plus. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le rôle. Il y a différents rôles. Moi, ce que je trouvais très intéressant dans ce que vous disiez et que peut-être justement les ONG ont en plus par rapport à un comité d'éthique qui est peut-être plus sage, qui réfléchit de façon un peu plus en prenant un peu de hauteur et peut-être un peu moins du coup sur le terrain. C'est ce que vous abordiez sur le terme de la désobéissance morale, de la désobéissance civile et de ce qu'on peut faire, parce que du coup, vous n'avez pas forcément développé. Moi, ça m'intéressait même au-delà, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller aussi d'un point de vue éthique par rapport à ces questions de désobéissance, ou d'alerte, parce que vous avez aussi quand même ce pouvoir qui est peut-être... il me semble, moi, comme ça, mais peut-être c'est... Bon, j'ai très peu d'expérience, mais qu'il y a des choses sur lesquelles vous alertez où vous avez quand même un pouvoir qui est peut-être plus important. Je vais vous donner, je crois que celui-là marche. Rapidement, j'étais en train de me dire, en vous entendant, que même si on se plaint, je crois qu'on a quand même, c'est ce que vous disiez un petit peu, on a le pouvoir de non-renoncement, au fond. Vous parliez de conseil consultatif éthique, à la limite, on décide, on a le choix de nos renoncements. Je ne sais pas comment le dire mieux, c'est-à-dire que là, on bouge un petit peu la ligne, ou on renonce complètement. Après, il faut assumer les conséquences. Hein. Mais quelque part, on a encore, et c'est là où j'en reviens, mais c'est fondamental, et je le dis surtout à la salle, qu'on reste une vraie organisation non gouvernementale, on a encore ce choix-là. Mais qui est pas simple, hein, qui impose derrière des conséquences à l'organisation et à d'autres organisations qui sont sur le même chemin. Mais c'est quand même de plus en plus rare sur le secteur en global. J'arrive à comprendre ce que vous dites, et tant mieux. Mais quel est le coût de ce renoncement ? C'est-à-dire, dans l'instant présent, effectivement, vous dites c'est inconciliable avec mes valeurs. Et donc, d'une manière un peu téléologique, la visée des choses, vous dites, si je cède là, alors je fragilise tout mon système. Et je fragilise aussi les repères que les équipes ont, d'une certaine façon. Mais encore une fois, il y a des renoncements, et c'est ça le dilemme éthique. Il y a des renoncements qui sont définitifs, d'une certaine manière. Et on ne sait pas de quelle manière le renoncement n'aura pas une portée, je veux dire, de fond, qui brisera sans que vous en rendiez compte. Vous voyez, donc ça veut dire quel type d'expertise, quel type d'évaluation, quel type de mobilisation pluridisciplinaire. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la Covid-19. Mars 2020, on installe le comité scientifique avec Jean-François Delfrécy. On ne met pas en place un comité sciences humaines et sociales. On aurait pu prendre de manière que dans le comité scientifique, on a pris à un moment donné à TDK Monde, on aurait pu dire aussi par rapport à ce qu'on a entendu de votre recherche, que les gens qui travaillent l'humanitaire dans notre pays
et qui sont non seulement les témoins, mais les acteurs d'une mobilisation, ont des choses à dire, à restituer, en retour d'expérience, etc. C'est-à-dire, vous voyez, des questions qu'on peut se poser. À aucun moment, moi, j'ai entendu des gens de l'humanitaire, par exemple, arraisonner le gouvernement en disant comment on peut gouverner, décider, arbitrer en Conseil de sécurité sanitaire sans intégrer la dimension d'une expertise dont on est comptable. Non, mais on sait aussi tout ce qui s'est passé d'une manière assez intéressante, mais dont j'ai découvert que c'était paradoxal. Parce que quand vous discutez avec des responsables, disons, de certaines instances décisionnelles, elles disent on n'a jamais fait autant avec les associations humanitaires que pendant cette situation de crise. Et là, tout à l'heure, je vois le paradoxe que moi, je ne connaissais pas des hôtels, par exemple, avec toutes les contraintes qui font que les gens sont obligés de sortir. Bref, toute cette réalité expérientielle dont on a été, d'une certaine manière, avec le sentiment qu'elles ont été escamotées sur des effets d'annonce. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me paraît important, c'est aussi comment on affirme sa légitimité dans des domaines qui sont quelquefois des domaines qui paraissent, j'allais dire, secondaires, alors qu'ils sont essentiels. Et puis, si on renonce, j'allais dire, selon quel argument, et en mobilisant quel type, j'allais dire, d'instruction et d'arbitrage, de telle sorte qu'on ait le sentiment que c'était véritablement justifié et justifiable, quoi. Bien, merci à toutes, merci à tous. J'aime bien la scène colère que vous avez là, à la fin. Je pense que la question de l'éthique, en fait, est aussi une question d'affect à un moment donné. Et c'est important de le rappeler, parce que je pense que nous sommes traversés à Médecins du Monde par des affects très importants, et que ça peut être aussi un moyen de pacification à un moment donné de ces affects-là. Voilà, je remercie tout le monde, je vous remercie beaucoup de votre participation. Ça pourrait continuer, on avait une série de questions qu'on avait élaborées avec Magali, qu'on ne va pas pouvoir vous poser, mais enfin j'espère que ça va continuer d'une façon ou d'une autre. Merci encore. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est pas du tout intimidant de prendre la parole après ce dernier panel. Je sens légèrement la pression. Je vous promets de ne pas parler d'éthique, parce que je ne me sens pas du tout à la hauteur sur ce coup-là. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des intervenants. Je crois qu'on a tous apprécié, mesuré la qualité des échanges, la richesse des interventions, la variété. Et c'était quand même assez exceptionnel. Et plusieurs personnes l'ont remarqué, donc je n'insisterai pas. Je voulais remercier les participants en physique et en virtuel. Notre longue habitude du confinement nous a permis d'apprendre à quel point ce n'était pas toujours simple de rester longtemps devant un écran. Donc je sais qu'il y a à peu près 80 présents physiquement et à peu près 80 présents virtuels. Je vous rassure tout de suite, c'est libellé comme une conclusion. Ce serait quand même assez illusoire, pour ne pas dire arrogant, d'imaginer une conclusion à cette journée. Et je sais que les présents sont relativement impatients de partager un verre. Je suis désolée pour ceux qui sont virtuels. Bon, en tout cas, je me permets d'insister de la place qui est la mienne en tant que présidente de la Fondation de Médecins du Monde. Alors, la Fondation Médecins du Monde, c'est un peu récent par rapport à Médecins du Monde. Médecins du Monde a fêté ses 40 ans. Nous, on a 5 ans, 6 ans, tout juste. Donc, on est vraiment dans un âge presque infantile. Mais on a un double mandat à la Fondation. On a un mandat très opérationnel de soutenir des organisations de la société civile au Sud, et plus particulièrement des organisations de femmes ou des organisations féministes, mais on a surtout un mandat de soutenir des actions de recherche. Et je trouve que c'est vraiment très important, et cette journée me l'a confirmé beaucoup plus peut-être que je ne l'avais jusqu'à maintenant en tête. C'est à la fois de soutenir des projets de recherche, et vous avez écouté aujourd'hui la partie sur le Burkina et sur le Nigeria, mais aussi accompagner, soutenir des actions de dissémination, de partage, d'appropriation. Et cette journée scientifique en fait partie. Et moi, ça m'a frappé dans cette journée, c'est qu'à la fois, on est dans des logiques de partage et d'appropriation, mais aussi dans des logiques de confrontation. Et je trouve que cette idée de prendre le temps, de faire pause et de partager des réflexions, comme on l'a fait peut-être dans la fin de cette journée, de partager des recherches en cours, je ne sais pas si on l'avait déjà fait, de partager des recherches en cours, et je trouve que ça demande une certaine forme de courage et de transparence, et je trouve ça très intéressant de pouvoir le faire. Donc
moi, ça me conforte dans la nécessité de ces temps et dans le fait peut-être d'en faire peut-être plus, d'en faire différemment. Et je suis très, très positive là-dessus et je voudrais vraiment qu'on puisse en garder trace de ça. Sur la question éthique, j'ai dit que j'en parlerai pas, mais je suis obligée d'en parler un tout petit peu quand même. On a vu la complexité, on a vu que ça traverse toutes les activités, que ça traverse toutes les étapes, que ça traverse les types de recherche. Et moi, ce qui me frappe en vous écoutant, et j'ai écouté attentivement, je vous promets, je ne peux pas beaucoup marcher, donc ça m'oblige à écouter, c'est effectivement la nécessité de... C'est toujours a work in progress, il n'y a pas de procès, ça ne peut pas être systémique, on ne peut pas cocher des cases, on est sans cesse en train de se poser des questions, et je pense que vous allez repartir avec plus de questions que vous n'êtes venus ce matin, et ça me paraît effectivement comment dire, pour moi c'est presque signe de réussite que vous ayez plus de questions aujourd'hui que ce matin à 9h. Et parmi ce souhait de mesures concrètes et de réponses concrètes, il y a quelque chose qui a été évoqué, qui a été évoqué peut-être de façon un peu plus cet après-midi, c'est effectivement de garder la mémoire de nos choix. C'est-à-dire que la complexité de nos choix est d'en garder la mémoire pour voir à quel point ils sont situés, contextualisés, et comment effectivement, pourquoi à un instant donné on a fait ce choix-là et pourquoi l'année prochaine on fera un choix différent. Et je pense que les organisations humanitaires ont peut-être parfois un problème d'histoire, on va dire ça comme ça. On ne peut pas dire qu'ils ont une mémoire de poisson rouge. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont permis l'organisation de ce temps de travail, de partage avec vous tous. Mention toute spéciale à Magali, qui a porté ça brillamment. Qu'est-ce que j'ai presque envie de garder comme mot de la fin et de citer Emmanuel Hirsch, je suis désolée, mais j'ai trouvé ça très bien. Il faut être inventif et parfois transgressif. Et je pense que c'est quelque chose qui définit bien tout ce qui a été présenté aujourd'hui et ce vers quoi on veut aller. Et je vous remercie. Et un grand merci aussi au service communication. Petite dédicace à Leslie et Juliette pour le support. Merci beaucoup. Et il y a un pot pour, si vous voulez, conclure autour d'un verre aussi et échanger avec nous encore un petit peu. Et merci aux participants en ligne. Pas de pot.